Tout commence avec notre personnage principal, Kim Tae-ju, poursuivi à travers les bois par des officiels stricts. Alors qu'il court pour sauver sa peau, il se demande pourquoi ils le poursuivent. Il atteint bientôt le bord d'une falaise où il ne peut plus courir car son cœur est sur le point de lâcher. Cela permet aux soldats qui le poursuivent de le rattraper, et le chef d'escouade, Zan Indon, se moque de Tae-ju, lui rappelant que courir déclenche ses crises puisqu'il est un rejeté du mana. Indon dit à Tae-ju que c'est déjà la fin pour lui, donc il n'a pas besoin de continuer à fuir. Frustré, Tae-ju demande à Indon et aux autres soldats pourquoi ils le poursuivent, et Indon lui rappelle avec moquerie qu'il est un rejeté, ce qui signifie qu'il aurait dû mourir il y a longtemps. Indon lui demande pourquoi il a survécu jusqu'à 29 ans, ce qui a fini par énerver une certaine personne. Dès que Indon indique que la personne mécontente est une femme, il devine qu'il s'agit de Honda Mitsui, sa belle-mère. Indon dit à Tae-ju que Honda est peut-être sa belle-mère, mais qu'il doit quand même surveiller son langage. Sans hésiter, Indon fonce sur Tae-ju avec son épée, la lui plante dans la poitrine avant de le pousser de la falaise. Alors qu'il tombe de la falaise, Indon lui dit adieu, lui annonçant que ce sont les deux fils de Honda qui hériteront du territoire de Paju au final. Apparemment, il y a 300 ans, en l'an 2026, le soleil a été soudainement éclipsé et le mana s'est abattu sur la Terre. À cause de cela, 90% de l'humanité a été anéantie et le climat a été bouleversé, provoquant l'effondrement des villes. En peu de temps, la civilisation s'est effondrée, et 300 ans plus tard, en l'an 2326 actuel, les survivants se sont adaptés au mana et ont reconstruit la civilisation. Cependant, avec l'émergence de bêtes magiques et de plantes vénéneuses mutées par le mana, une nouvelle guerre a éclaté. Alors que la guerre se prolongeait, un système de classes basé sur l'aptitude au mana a été établi. Il y a la classe des éveillés au sommet, identifiée par des marques faciales de la force de combat anti-bête. Ensuite vient la classe des compatibles au mana, qui possèdent des capacités physiques améliorées leur permettant de combattre. Il y a aussi les adaptatifs au mana, qui sont des gens normaux qui se sont adaptés au mana. Tout en bas se trouve la classe des rejetés du mana, des personnes dont le corps a rejeté le mana, souffrant ainsi d'empoisonnement au mana. Le père de Tae-ju, Kim Wang-bang, est un éveillé de haut niveau, ce qui signifie qu'il est un maître. Il est général de brigade, ce qui montre son niveau d'influence. Tae-ju est son fils aîné, mais au lieu d'être un talent de haut niveau, il est en train de mourir d'empoisonnement au mana car il est un rejeté du mana. Alors que Tae-ju perd lentement conscience, son âme parvient à entrer en contact avec un étrange individu. L'homme relève Tae-ju avec sa technique pour pouvoir le regarder en face. Dès que Tae-ju le voit, il le reconnaît immédiatement comme le démon suprême du poison, Tang Gun. Tang était le patriarche du clan Tang du Sichuan, le summum du poison et des armes cachées. À l'époque, lorsque le culte démoniaque dominait le Zhonggu, Tang a fait fondre le chef du culte du démon céleste avec à peine une poignée de poison. Finalement, il est devenu le maître absolu du Murim, et il s'avère que ce puissant individu partage maintenant une âme avec Tae-ju. Apparemment, il était en pleine cultivation pour atteindre l'ascension et devenir un immortel lorsque son âme s'est connectée à celle de Tae-ju. Dès que Tae-ju parvient à le reconnaître, les souvenirs de Tang affluent en lui et vice-versa. En gros, les deux ne sont plus qu'un, et il semble que Tae-ju soit la version de Tang. Cependant, il a souffert de moqueries car il était connu comme un rejeté. Tang comprend enfin que l'espace spirituel où il se trouve leur est destiné puisqu'ils ne font qu'un. Tang dit alors à Tae-ju qu'il pourra devenir le maître suprême du monde s'il est capable de cultiver les connaissances et l'expérience qu'il a reçues de lui. En un instant, un immense pouvoir afflue dans le corps de Tae-ju, et Tang lui dit d'utiliser cette puissance comme il le désire. Sur ce, Tang se déconnecte et souhaite bonne chance à Tae-ju pour ses batailles à venir. Tae-ju se réveille enfin pour voir que ce n'était pas un rêve, car toutes les connaissances de Tang sont restées dans sa tête. Tae-ju est totalement faible et épuisé, mais il comprend qu'il doit survivre à tout prix. Pour ce faire, il doit apprendre l'art martial qui a fait de Tang le maître suprême du Murim, car c'est un art qui rend plus fort à mesure que l'on consomme du poison. Cet art s'appelle l'art spirituel du poison primordial sans forme. Par chance, il y a des plantes vénéneuses autour de lui, et il n'hésite pas à en cueillir quelques-unes pour les manger, car il doit le faire pour survivre. Il comprend que s'il peut convertir le poison qu'il consomme en énergie interne et former l'essence de poison, qui est un dentier abritant du poison, il peut briser le destin d'être un rejeté en reconstruisant son corps. Tae-ju est convaincu qu'il va survivre et se venger de tous ceux qui lui ont fait du tort, et la première personne sur cette liste est Indon. Plus tard dans la nuit, on voit Indon et ses hommes ratisser les bois pour essayer de trouver le corps de Tae-ju, mais ils ont des difficultés. Indon est déjà frustré car il ne comprend pas pourquoi il est si difficile de trouver un simple corps sans vie dans les bois. Soudain, ils trouvent Tae-ju assis en position de méditation, et ils sont surpris mais pas effrayés qu'il soit en vie. Un des soldats se rend compte que quelque chose de bizarre se passe avec Tae-ju, et il attire l'attention des Indons là-dessus. Ils peuvent voir une aura verte enflée autour de lui, les laissant se demander si c'est une réaction au mana. Ils ne comprennent pas ce qui se passe, mais Tae-ju reste où il est sans bouger d'un pouce, totalement concentré sur sa méditation. À leur insu, Tae-ju accumulait de l'énergie interne en utilisant l'essence de poison et non le mana. Indon est furieux à la simple vue du type, et il dit à ses hommes de le tuer avant qu'il ne devienne une nuisance. Un des soldats sort son arme et s'approche de Tae-ju. Mais juste au moment où il s'apprête à le frapper,
les sens de Taju s'éveillent, et il dévie la main du type pour qu'elle heurte l'arbre derrière lui. Les soldats sont choqués par le temps de réaction soudain de Taju, et Taju est aussi choqué que car il comprend enfin que ce qu'il utilise est de l'énergie interne. Taju serre le poing car il a enfin trouvé un pouvoir qu'il peut utiliser pour se venger de ceux qui lui ont fait du tort. Taju se ressaisit enfin, et taquine Indon en lui disant que c'est un plaisir de le revoir. Indon sourit nonchalamment, disant à Taju qu'il n'est pas si impressionnant car même s'il s'est éveillé, il n'a pas de marque. Taju ricane en entendant Indon dire cela, car il peut comprendre son ignorance. Apparemment, les éveillés sont divisés par rang, de maître à utilisateur. Il y a maître, expert, régulier, débutant, et enfin utilisateur. Il s'avère qu'après un éveil, une marque de rang apparaît sur le visage. Et à en juger par la marque sur le visage des Indons, il est actuellement un débutant. Pour le dire en termes du Murim, le type n'est qu'un artiste martial de 3e ordre. Et du point de vue du talent, Taju peut voir que le type n'est pas si exceptionnel. Taju lui demande alors s'il a fini avec ses dernières paroles, mais Indon pense que ce n'est qu'un imbécile arrogant. Taju se prépare à attaquer, il insère des pièces entre ses doigts comme projectiles, disant à Indon qu'il s'apprête à lui rendre la monnaie de sa pièce. Indon sort son épée, se moquant de Taju qui pense pouvoir faire quoi que ce soit avec les pièces qu'il tient. Indon assure à Taju qu'il va s'assurer de le tuer cette fois-ci. Il ordonne alors à ses hommes d'attaquer Taju. Et bien que ce soit la première bataille dans son corps éveillé, Taju se rend compte qu'il est plutôt calme. Il est convaincu que c'est grâce au souvenir de Tang, et même si le mana l'a rejeté, la voix du démon du poison demeure en lui. Taju a confiance en ce qui réside maintenant en lui, et sans hésiter, il lance les pièces sur les attaquants en utilisant l'art de la dague volante, la frappe rapide et les pas du mirage fantôme. Les pièces frappent les attaquants, les arrêtant net, pendant que Taju passe à l'offensive, fonçant sur eux avec la technique de la paume empoisonnée. Il frappe Indon avant même qu'il ne puisse réagir, et l'envoie voler au loin. Le dernier type de l'équipe est choqué de voir son chef de peloton être projeté comme un déchet, et au lieu de se rendre, il sort une arme à feu. Il pointe l'arme sur la tête de Taju à bout portant, mais au moment où il tire, Taju n'est plus là. Taju l'élimine facilement en lui disant qu'il était trop lent. Après s'être occupé de tous les autres membres de l'équipe, Taju se dirige vers l'endroit où se trouve Indon. Indon gémit de douleur, demandant à Taju ce qu'il lui a fait, et Taju lui fait savoir qu'il a beau être un éveillé, c'est inutile car les éveillés sont impuissants face au poison. Alors que le poison ravage son corps, Indon demande à Taju comment il a pu utiliser une telle technique alors qu'il n'a même pas de marque. Taju n'arrive pas à croire que le type vient de qualifier la technique de Tang de compétence, et il sait que le vieil homme se retournerait dans sa tombe s'il entendait ça. Néanmoins, Taju demande à Indon ce que ça fait d'être de l'autre côté, car il sait à quel point c'est horrible. Un liquide noir commence à sortir de toutes les parties de son corps, et c'est à ce moment que Indon sait qu'il est foutu. Il supplie Taju de l'épargner, mais Taju l'attrape à la gorge et le soulève avec une intention meurtrière sérieuse. Voyant que Taju n'a aucune intention de le laisser partir, Indon essaie de jouer la carte du « savez-vous qui me soutient », mais Taju s'en moque et l'étrangle à mort. Une fois qu'il confirme sa mort, il le laisse tomber au sol, et Taju sourit, disant à Indon qu'il n'a aucune intention de se laisser faire sans rien dire. En parlant de l'Empire Saman, c'est une nation qui a été fondée après l'apocalypse du mana, et c'était une intégration des anciens territoires de la Corée, de la Chine et du Japon. Apparemment, la ville natale de Taju, Paju, appartient également à l'Empire Saman, et c'est une petite ville très pauvre. Pendant ce temps, sur le territoire de Paju, le père de Kim apprend la tentative d'assassinat sur la vie de Taju. L'officiel informe Kim que Indon et ses hommes ont tendu une embuscade à Taju lors d'une patrouille, mais que Taju a survécu d'une manière ou d'une autre. Et après avoir été officiellement réformé, il a disparu. De plus, il lui fait savoir que Indon et ses hommes ont été dévorés par des monstres en fuyant. Kim est surpris d'entendre cela, et il demande pourquoi il ferait une telle chose. L'officiel révèle qu'il semble s'agir d'un contrat ordonné par des officiers affiliés aux Japonais. Dès qu'il entend cela, il devine qu'il s'agit de Honda Mitsui. Apparemment, Honda est la fille d'une famille japonaise éminente qui s'est intégrée à l'Empire Saman, et elle est la mère des demi-frères de Taiju, Taipion et Téchon. Il s'avère qu'Elsen est prise à Taiju pour que le territoire de Paju puisse être transmis à ses fils compatibles au mana. Ce n'est un secret pour personne qu'elle a toujours attendu la mort de Taju puisqu'il était un rejeté du mana. Mais comme il mettait trop de temps à mourir, elle a perdu patience. Finalement, elle a été forcée de demander à son père, qui se trouve sur le territoire de Kyushu, de l'aider à organiser l'assassinat. Kim se demande pourquoi Honda n'a pas pu attendre un peu plus longtemps, car il est évident que Taju allait mourir d'un moment à l'autre. Même si c'est une affaire grave, Kim comprend qu'il doit l'étouffer car Paju a besoin du soutien de la famille de Honda Mitsui, qui est richissime. Une fois que l'officiel a fini son rapport, Kim lui dit qu'il peut partir, promettant de s'occuper des choses à partir de ce moment. Après son départ, Kim réfléchit un peu à la situation et en conclut que Taju va mourir bientôt, car c'est déjà un miracle qu'il ait atteint 29 ans. Même si les actions de Honda ont dépassé les bornes, Kim pense qu'il est préférable de fermer les yeux sur toute l'affaire pour le bien de ses deux autres fils qui hériteront du territoire de Paju, contrairement à Taju, qui est un mort en sursis. Puisque Taju a déjà disparu, Kim pense qu'il ne le reverra plus jamais et lui souhaite de vivre le reste de sa vie en liberté, promettant de ne pas le chercher.
Plus tard, à la frontière du territoire de l'Empire Saman, on voit Taju contempler une ville nommée Guri depuis le flanc d'une montagne. Il a l'air complètement stupéfait, et son patron décide de lui en dire plus sur la ville puisque c'est sa première fois. Apparemment, il y a 300 ans, la ville libre de Guri n'était qu'une petite ville de Corée du Sud, mais cela a changé lorsqu'elle a été assujettie par l'Empire Saman. La montagne sur laquelle il se trouve est connue sous le nom de Mont Giri, et il y avait un nombre exceptionnel de bêtes magiques qui devaient être maîtrisées. Pour cette raison, l'empereur a désigné Guri comme base et l'a déclarée ville libre. Elle bénéficie d'exemptions fiscales sur les sous-produits de bêtes magiques, autorise certains actes illégaux et d'autres privilèges spéciaux. Grâce à la levée de ces réglementations, les éveillés ont afflué vers la ville et les subjugations sont devenues très actives. C'est ainsi que Guri est devenue une métropole prospère produisant plus de 20% des sous-produits de bêtes magiques de l'Empire, se transformant en une terre d'opportunités pour les personnes en quête d'argent. Taju est déjà lassé de toute cette histoire et aimerait que son patron en vienne enfin au fait. Le type continue son histoire en disant qu'il y a beaucoup de criminels dangereux, c'est pourquoi il faut rester sur ses gardes. Taju remercie rapidement le type pour ses informations, et son patron lui fait savoir qu'il peut lui poser d'autres questions s'il y a quoi que ce soit qu'il souhaite savoir. Même si le type est un moulin à paroles, Taju n'est pas vraiment énervé car il sait que c'est une personne gentille qui donne de bons conseils. Il s'avère qu'après avoir survécu à la tentative de meurtre, Taju est parti et a coupé tous les ponts, tout en cherchant un endroit où il pourrait devenir plus fort. Au cours de ce processus, il a trouvé la ville libre de Guri. Comme l'autorité de l'Empire est faible dans la région, Taju pense qu'il sera difficile pour sa famille de le retrouver à cet endroit. De plus, la ville regorge de bêtes magiques venimeuses et d'herbes toxiques, ce qui est en fait l'endroit parfait pour s'entraîner à ses arts martiaux. Même si les arts martiaux sont encore un terme peu familier, Taju s'estime chanceux d'avoir partagé un moment d'âme avec Tang avant sa mort. Finalement, tout cela est grâce à Honda qui a essayé de le tuer. Comme il manque actuellement d'argent et de force pour être autonome, il progresse en travaillant comme porteur sur le mont Giri. À ce moment-là, son patron lui demande qui, selon lui, est le plus fort parmi les membres du groupe qui l'escorte actuellement. Taju ne peut pas vraiment répondre à la question, et le patron lui dit que l'épéiste, Lianul, est de rang régulier. Il dit que Anul a peut-être l'air jeune, mais qu'elle est en réalité incroyable. En gros, un rang régulier est un niveau au-dessus d'un débutant comme un don, ce qui signifie qu'elle est plus forte que lui. Cependant, Taju remarque qu'il y a un schéma étrange dans son flux de mana. Soudain, elle s'effondre au sol, choquant tout le monde, et l'un d'eux aperçoit un moustique mutant quitter son corps. Le type avertit le reste du groupe, leur disant de ne pas se faire piquer par le moustique. Taju est perplexe quant à la raison pour laquelle il panique à cause d'un moustique. À ce moment, la mage de l'équipe dit au reste du groupe de bouger pendant qu'elle s'occupe du moustique. La mage lance une boule de feu qui se dirige vers le moustique, et elle provoque une forte explosion en atterrissant. Taju se tourne alors vers son patron pour lui demander pourquoi ils font tout un plat pour un moustique ordinaire, et il révèle que c'est dangereux car s'il pique un éveillé, son mana disparaît temporairement. Dans les pires cas, les gens s'évanouissent même, comme Lianul l'a fait. Comme de nombreux groupes ont déjà été anéantis par des moustiques, le patron dit à Taju qu'il est compréhensible que les membres du groupe soient tous sur le qui-vive. Taju réalise alors qu'il y a un poison dans les souvenirs de Tang qui correspond à la description du patron, et il décide de profiter de l'occasion pour examiner Anul avec l'art de l'esprit du poison. Taju pose sa main sur son ventre et mène son enquête. Pendant ce temps, un des membres du groupe suggère déjà au chef d'équipe de battre en retraite car ils n'ont pas de combinaisons anti-insectes, et il semble que toute la zone soit infestée de moustiques. Le type est d'accord avec ça, puisque Lianul s'est déjà évanoui, et qu'elle est manifestement la plus forte de l'équipe. Soudain, ils entendent un bruissement derrière eux, et le chef d'équipe dit à ses hommes de se préparer au combat. À ce moment-là, ils voient un lapin à longue queue, qui est considéré comme étant au bas de la chaîne alimentaire et est régulièrement utilisé dans les essais cliniques. Le chef d'équipe se moque de la menace car il n'arrive pas à croire qu'il se soit inquiété pour un fichu lapin. Au moment où il se retourne pour dire à tout le monde de se détendre, sa tête et celle du type à côté de lui sont tranchées en un clin d'œil. La mage panique en voyant les membres de son équipe s'effondrer au sol, et il devient vite évident qu'ils sont attaqués par des orques. Voyant à quel point la situation est dangereuse, la mage dit aux autres de fuir pendant qu'elle leur fait gagner du temps. Pendant ce temps, Taju est toujours occupé à examiner l'état de Anul. Taju dit alors à son patron de partir car il va rester pour aider la mage. Son patron essaie de lui faire comprendre qu'il n'a aucune chance dans ce genre de situation car les orques sont plus nombreux qu'eux. Cependant, Taju lui fait savoir qu'il doit simplement aider, et il place Anul sur ses épaules en disant à son patron de s'échapper avec elle. Son patron essaie encore de le convaincre de fuir, mais Taju lui dit qu'il n'y a pas de temps, qu'il doit y aller, l'assurant qu'il veut juste fournir un léger soutien. Son patron s'enfuit alors, promettant de revenir plus tard. Une fois les autres membres partis, Taju se rend compte que les orques ont l'air organisés. Et pendant que la mage les combat, elle réalise qu'un des orques se dirige vers Taju. Elle tourne immédiatement son attention vers Taju pour le sauver. Elle crée un mur de feu, mais cela la laisse à la merci d'un orque qui se tient juste derrière elle. Taju lui dit nonchalamment de se baisser, mais l'orque est déjà sur elle, et elle est encore plus confuse par ce que dit Taju. Pendant ce temps, dans le royaume céleste, Tang se remémore les moments du mois passé depuis son arrivée, grâce à sa rencontre avec Taju.
Il a réussi à atteindre l'ascension qu'il désirait tant, mais à sa grande déception, le royaume céleste n'est pas si extraordinaire. C'est essentiellement un royaume prison où les immortels s'amusent, et il est déjà fatigué de voir les autres immortels fous agir comme des bébés. Il les appelle des bêtes sans manière, lui qui a perdu des années pour arriver dans un tel endroit. Cependant, il est heureux d'avoir rencontré Taju car c'est la connexion avec lui qui lui a donné la chance d'atteindre le royaume céleste. Ils partagent fondamentalement la même âme, et il a pu devenir un maître du monde martial alors que Taju se faisait mépriser. Puisque son pouvoir réside maintenant en lui, Tang espère que Taju trouvera un certain niveau de bonheur. Tang comprend que Taju devra atteindre cette étoile s'il veut surpasser les hommes puissants sur Terre. Sur ce, Tang espère que Taju grandira aussi vite que possible, et si le destin le veut, ils pourraient se revoir. En fait, il pense déjà à de nouvelles choses à enseigner à Taju lorsqu'ils se reverront. Il est en pleine méditation lorsqu'il se fait frapper à l'arrière de la tête par l'un des épéistes immortels. Tang ignore immédiatement ce qu'il fait et se lance à la poursuite du type, le menaçant de le finir. De retour sur Terre, Taju réalise que la mage ne pourra pas bouger à temps, et il passe à l'action. Il bondit vers elle dans le but de tuer l'orque avant qu'il ne l'atteigne, mais il finit par l'assommer au passage. Taju décide alors qu'il est temps de montrer aux orques les compétences qu'il a apprises, et il leur lance des pièces à une vitesse fulgurante. Étonnamment, les orques n'ont aucune riposte à ses attaques de lancer, et il est capable de les anéantir en une seule attaque. Taju est content de lui, mais il se retrouve ensuite à se demander quoi faire de la mage, car il l'a assommée en essayant de l'aider. En même temps, il est content qu'elle soit inconsciente car il n'y a aucun avantage à ce que sa force soit découverte. Il sait que cela paraîtra vraiment étrange qu'un porteur ait pu s'occuper d'une bande d'orques, et cela pourrait même arriver aux oreilles de son père. Taju comprend qu'il doit quitter les lieux avant que quelqu'un d'autre n'arrive. Taju sourit car il ne pensait pas qu'il aurait ce genre de soucis alors qu'il y a un mois à peine, il n'était qu'un rejeté du mana. Il ne peut s'empêcher d'admettre que rencontrer Tang a tout changé pour lui. Il sort sa bourse, dans le but de ramasser les pièces avant que quelqu'un n'arrive. En ramassant les pièces, il réalise à quel point c'est stressant car il doit les ramasser une par une. De plus, il doit penser au coût de production car jeter les projectiles après chaque combat aura un coût. Apparemment, il pourra récupérer les projectiles automatiquement lorsqu'il atteindra la 7e étoile, ce qui signifie qu'il doit trouver un moyen d'accélérer sa croissance. Après avoir fini de ramasser celle au sol, il se rend compte qu'il lui manque une pièce. Cependant, il sait où il l'a lancée, commence à la chercher, et la trouve bientôt logée dans un arbre. Il est en train de la récupérer lorsqu'il remarque un des moustiques mutants, et il l'attrape avec son aura. D'après l'enquête qu'il a menée plus tôt, il s'avère qu'à mesure que le poison des moustiques circule dans le corps, l'énergie interne se disperse. Pour une personne éveillée, son mana disparaîtrait temporairement. Et comme il le soupçonnait, le poison du moustique est similaire au poison de dispersion d'énergie du murim. Cependant, on ne peut pas le comparer à celui de la car dans ce monde, c'est un poison dangereux sans remède. Malheureusement, chaque chasseur est censé porter un équipement de protection puisqu'il n'y a pas d'antidote. Taju pense qu'il peut utiliser les connaissances de Tang pour créer un médicament similaire à l'antidote s'il peut déterminer la composition exacte du poison. Pour ce faire, il devrait trouver sur Terre des herbes avec des composants similaires à celles du murim. De plus, il n'a pas d'autre choix que de manger le moustique, et sans réfléchir, il l'avale goulûment. Alors que le moustique descend dans sa gorge, il pousse un soupir de soulagement car la composition est similaire. S'il parvient à trouver les bonnes herbes sur la montagne, il pourra fabriquer l'antidote. Taju sourit car il vient de trouver un moyen de gagner de l'argent, ce qui sera évidemment rentable. Taju est impatient de rentrer pour pouvoir le tester. Mais soudain, une silhouette imposante apparaît devant lui, et c'est un effrayant ORC d'élite qui lui donne des frissons. L'orque regarde Taju de haut et marmonne les mots tuer humain. Cela ne fait qu'ajouter au mystère car non seulement il est immense, mais il peut même parler. Tajo réalise qu'il vient de rencontrer la version éveillée d'une bête magique. Tajo est convaincu qu'il se passe quelque chose d'étrange dans la montagne car les orques ne sont même pas censés être dans cette zone. Tajo est encore en train de réfléchir à cela quand l'orque abat sa hache géante sur lui, forçant Taju à bondir rapidement en arrière. L'orque retire sa hache, laissant un cratère dévastateur dans le sol qui fiche une peur bleue à Taju. Il réalise que le monstre est de rang expert ou supérieur, à en juger par sa puissance d'attaque écrasante. Taju craint que ses attaques ne fonctionnent pas sur le monstre, mais pour en être sûr, il décide de commencer par une attaque d'essai. Taju lance des pièces sur l'orque, visant directement la tête, mais les défenses de l'orque désintègrent les pièces, ce qui confirme les craintes de Taju. Il comprend que sa technique de rafale de dague sera encore plus inutile contre l'orque car elle disperse ses attaques. Il ne lui reste plus qu'à essayer l'attaque de la paume empoisonnée du seau de sang, en espérant que cela fonctionnera. L'orque pousse alors un rugissement puissant qui glace le sang de Taju, le faisant hésiter un instant. Taju réalise vite à quel point il est lâche, car il est littéralement en train de douter de lui-même face à un ennemi qu'il n'a pas pu abattre d'un seul coup. Taju a honte de lui, et il sait que Tang serait déçu de lui s'il le voyait ainsi. Taju réalise qu'il est devenu trop confiant parce qu'il s'est occupé de la meute d'or trop facilement. À ce moment, Taju rassemble son courage pour combattre l'ennemi jusqu'à ce qu'il l'abatte. Il fonce vers l'orque avec sa paume empoisonnée, et l'orque lève également sa hache, visant à abattre Taju dès qu'il s'approchera. Sa hache finit par bloquer le chemin de Taju,
qui tente de forcer le passage de toutes ses forces, provoquant une puissante explosion. Finalement, Taju ne parvient qu'à fissurer la hache et n'arrive pas à atteindre le corps de l'orque pour lui infliger des dégâts. Même si toute la situation semble être contre lui, il n'est pas prêt à abandonner. Il pense à attaquer l'orque encore et encore jusqu'à ce qu'il réussisse à percer. Soudain, une lame apparaît de nulle part et découpe l'orque en petits morceaux comme s'il s'agissait de papier de soie. Taju est sous le choc en voyant cela, car quiconque est capable d'abattre un ORC d'élite aussi facilement n'est pas à prendre à la légère. Taju voit une silhouette au loin, et il sait que ce type doit être au moins de rang maître. Taju déteste le fait de ne pas avoir pu partir avant que quelqu'un d'autre n'arrive. Taju se demande quelle excuse il va bien pouvoir donner à ce type, et il y réfléchit encore quand le type l'interpelle en le traitant de morveux et lui demande si c'est lui qui a abattu les orques. Le type ajoute qu'il n'y a aucune marque sur le visage de Taju, ce qui signifie qu'il n'est certainement pas un éveillé. Il est donc curieux de savoir comment quelqu'un comme lui a pu anéantir une meute d'or. Taju est abasourdi, ne sachant comment ni quoi répondre. Apparemment, le type est Lee Young-gak, le maître de la guilde Nogodan, l'un des membres du comité permanent de la ville. À la façon dont Junak parle avec autorité, Taju comprend déjà qu'il n'est pas une personne ordinaire, ce qui signifie qu'il doit faire extrêmement attention à ses mots. Taju commence par remercier Junak de l'avoir sauvé, et juste au moment où il s'apprête à se présenter, son patron arrive et lui coupe la parole. Le patron est content que Taju soit sain et sauf, et Taju attribue rapidement tout le mérite à Junak, disant que c'est grâce à son arrivée opportune. Son patron se retourne et réalise qu'il parle de Junak. Junak oublie la question qu'il posait et dit à l'équipe de nettoyage de déblayer les ordures. Le patron de Taju lui explique alors que, comme la ville est une cité franche, elle est gouvernée par le comité autonome, et non par la famille impériale. Il lui dit que Young-gak est l'un des 3 membres permanents qui ont le droit de vote, et qu'il est le chef de la guilde Nogodan, qui est en charge de la sécurité. De plus, c'est un éveillé de rang maître, et les porteurs comme eux paient en fait un tribut à sa guilde pour leur sécurité. Junak dit immédiatement au type de surveiller son langage et de faire attention à ce qu'il dit. Après le départ de Junak, le patron de Taju lui dit de s'assurer de ne pas se mettre Junak à dos. Taju est surpris de recevoir un avertissement aussi direct de son patron à propos de Junak, et il lui demande si ce type est si terrible. Son patron lui explique que Junak n'est pas seulement capitaine de la sécurité de nom, mais qu'il accepte aussi des pots de vin des malfrats pour fermer les yeux. Le patron de Taju lui fait savoir que le type effectue essentiellement des patrouilles pour se faire de la pub ou pour sa réputation. Apparemment, il était pressé et il est tombé sur lui, c'est pourquoi il l'a appelé, sinon il aurait appelé quelqu'un d'autre. Comme les éveillés de rang maître sont considérés comme des catastrophes naturelles, le patron de Taju lui dit qu'il vaudrait mieux pour lui de ne pas se mettre Young-gak à dos. Le type suggère alors qu'ils fassent leur bagage et quittent la zone. Taju en prend note, mais au fond de lui, il est inquiet car il sait qu'il aurait pu mourir si Young-gak n'était pas intervenu au bon moment. Il réalise que plus d'1 mois s'est écoulé depuis sa rencontre avec Tang, et il est déçu de ne pas être devenu plus fort depuis. Il est furieux contre lui-même d'être devenu arrogant simplement parce qu'il a obtenu du pouvoir facilement en battant quelques éveillés en cours de route. Taju y réfléchit très sérieusement, et après s'être blâmé pour ce problème, il décide que les choses vont être complètement différentes à partir de maintenant. Il décide qu'il va devenir vraiment fort pour éviter que ce qui vient de se passer ne se reproduise. 1 mois plus tard, on voit Taju parler de la ville. Il pense que même si les infrastructures de la ville sont assez bien établies, il manque encore quelques petites choses, et les hôpitaux en sont un excellent exemple. Comme c'est une ville dangereuse, les médecins y viennent rarement, et les quelques-uns qui s'y trouvent sont des fuyards qui ont causé des problèmes ailleurs, donc les citoyens les évitent. En conséquence, les gens se tournent vers les drogueries et les pharmacies. Grâce à cela, les pharmaciens de la ville sont autorisés à délivrer des ordonnances, et ils peuvent prescrire ou vendre des médicaments approuvés par la FDA de l'Empire ou le comité autonome. Grâce à cela, le commerce est florissant, et il est même plus logique d'acheter des médicaments éprouvés plutôt que de se fier à un hôpital peu digne de confiance. C'est pourquoi Taju a développé l'antidote pour le moustique mutant à 3 bandes, et il est là pour le vendre. Taju a travaillé là-dessus tout le mois dernier, travaillant comme porteur le jour pour gagner de l'argent et cueillant des ingrédients pendant son temps libre. De plus, il pratique aussi les arts martiaux la nuit. Et comme il faut un contrôle délicat pour fabriquer l'antidote, il était impératif qu'il atteigne la 3e étoile de l'art de l'esprit du poison. Grâce à cela, il y est parvenu, et il est convaincu qu'il ne se fera plus intimider. De plus, si l'affaire sur laquelle il travaille se conclut, il n'aura plus non plus à se soucier de l'argent. Taju est convaincu qu'il a enfin trouvé un moyen de devenir riche. Et sur ce, il entre dans une droguerie connue sous le nom de droguerie de Bae. Il s'approche de l'employé, et alors que la dame essaie de lui dire ce qu'ils ont en magasin, Taju l'interrompt en lui disant qu'il aimerait voir le propriétaire. L'employé est déconcerté par cela, et Taju lui dit qu'il n'est pas là pour acheter quelque chose, mais pour vendre. L'employé en rit, mais un monsieur à l'arrière interpelle Taju, révélant qu'il est le propriétaire, Baekong. Taju dit alors à Baek qu'il est là pour vendre le médicament qu'il a fabriqué, mais Baek n'est pas vraiment impressionné car il pense que Taju n'est qu'un autre colporteur. Il dit à Taju qu'il n'est pas intéressé par ce qu'il a apporté et lui suggère de partir. Il dit à Taju que s'il veut gagner de l'argent, le marché du travail lui est ouvert.
Taju sort alors une fiole de son sac, révélant qu'il s'agit d'un antidote contre le moustique mutant à 3 bandes. Cela attire immédiatement l'attention de Baek, le forçant à demander à Taju de répéter. Taju lui dit avec assurance ce qu'il y a dans la fiole, et explique que ça se prend par voie orale. De plus, on peut même le boire à l'avance, et l'effet dure jusqu'à 10 heures. Baek crie sur Taju, lui disant d'arrêter de plaisanter avec un antidote contre les moustiques. Cependant, Taju ignore ses plaintes et pose 2 autres fioles sur la table, lui disant de les tester et de le contacter s'il est intéressé. Cependant, il lui fait savoir qu'il a jusqu'à minuit, et il laisse ses coordonnées. Cependant, sur les coordonnées, il a changé son nom en Yinso pour éviter que sa véritable identité soit retracée. En sortant du magasin, il dit à Baek qu'il emmènera le produit dans une autre droguerie s'il n'a pas de nouvelles de lui dans le délai imparti. Un type immense qui est un éveillé, Park Jin-soo, est présent dans la pièce quand tout cela se produit, et il demande à Baek s'il croit vraiment Taju. Il s'avère que ce type prend beaucoup de potions, et sans même perdre de temps, il saisit l'une des fioles que Taju a laissées. Baek dit qu'ils ne sauront si Taju est un escroc ou non qu'une fois qu'ils l'auront testé. Au fond de lui, Baek n'a pas beaucoup d'espoir, car les meilleures compagnies pharmaceutiques de l'Empire ont déjà renoncé à fabriquer un antidote contre les moustiques en raison de sa difficulté de production. Cependant, Baek pense aussi qu'il y a quelque chose de louche avec Taju car il déborde de confiance. Avant que Baek ne s'en rende compte, Park boit l'antidote, affirmant que c'est lui qui a dit qu'il fallait le tester. Baek le gronde, le traitant de toxico, et lui demande pourquoi il boirait quelque chose qui n'a pas été testé auparavant. Cependant, Park affiche un air déçu après l'avoir consommé, révélant que ça a juste le goût de Léo et qu'il n'y a rien de spectaculaire. Baek est surpris d'entendre cela, mais il rappelle à Park qu'il est un accro aux potions, et il lui demande s'il ressent la moindre énergie médicinale. Park dit qu'il ne sent rien, et comme il est un expert en consommation de potions, il est certain qu'il aurait ressenti une sorte d'énergie après avoir bu le dit antidote. Park jette la fiole à la poubelle, disant qu'il s'est fait de faux espoirs pour rien, et il dit à Baek de jeter le reste car ils ont la confirmation que Taju est un escroc. Cela laisse Baek se demander si Taju est vraiment un escroc, et il fixe le reste des fioles, qui sont dans la boîte à médicaments qu'il tient à la main. À ce moment-là, Park révèle qu'il part à la chasse aux grenouilles. Et tout en rassemblant le matériel dont il a besoin, Baek jette les autres fioles et les coordonnées de Taju à la poubelle. Baek est déçu de toute cette histoire, et il se réprimande même d'avoir cru que Taju aurait pu développer un antidote contre les moustiques. Plus tard, on voit Park et ses hommes lutter contre une bande de belettes monstrueuses. Les membres de son équipe suggèrent de battre en retraite car ils sont déjà empoisonnés par le venin de moustique. Park est d'accord avec eux, mais suggère qu'ils tiennent bon jusqu'à ce qu'il abatte le monstre en face de lui. Park, qui est le tank de l'équipe, se tient derrière son bouclier, cherchant à résister à ces satanés monstres. À ce moment-là, des moustiques mutants se posent sur sa peau, et il commence à paniquer car s'il se fait piquer, le venin s'accumulera et son mana se dispersera, ce qui entraînera une paralysie. Sans aucun doute, il sait que son équipe sera anéantie s'il s'évanouit, car il est le seul à maintenir la cohésion du groupe. Pour aggraver les choses, son bouclier s'affaiblit déjà, le laissant se demander s'il a été empoisonné par les moustiques. Park se demande comment tout a pu mal tourner, car il savait qu'il se rendait dans une zone infestée de moustiques, raison pour laquelle il portait même des combinaisons anti-insectes. Cependant, les ennuyeuses belettes à dents de lame sont apparues de nulle part sur un terrain de chasse aux grenouilles mutantes. Les attaques des belettes ont détruit leurs combinaisons, et il voit le chef d'équipe faire ce qu'il n'est pas censé faire et se faire toucher en étant distrait. Après avoir été piqués par les moustiques, ils ont essayé de battre en retraite, mais les belettes ont bloqué leur voie de fuite, ne leur laissant d'autre choix que de risquer leur vie et de se battre. Park espère pouvoir tuer le monstre en face de lui pour mettre tout le monde en sécurité, mais soudain, le pire qu'il puisse imaginer se produit. Surgit de nulle part, une des belettes se jette sur lui et brise son bouclier avec sa queue tranchante comme une lame. Cela le laisse totalement exposé, mais il réalise alors que seul le renforcement du bouclier s'est brisé, mais qu'il n'a perdu aucune force et que son mana est également intact. C'est à ce moment-là qu'il se souvient avoir pris un antidote, et à en juger par les apparences, il semble qu'il soit bien réel. Il chasse rapidement toutes les pensées distrayantes pour se concentrer, car si l'antidote est réel, il a une véritable chance de se battre. Il sort sa lame géante et bondit avec assurance vers la belette. Plus tard dans la nuit, Park se précipite à la pharmacie de Baek criant le nom de Baek et lui demandant combien coûtait l'antidote qu'il a bu le matin, car il voudrait tout acheter. Quelque temps plus tard, on voit Taju se promener dans le marché du centre-ville où il voit beaucoup de choses exposées. Il a vécu toute sa vie à Paju, et voir le marché de Guri change vraiment sa perspective. Taju est content de prendre un jour de congé car il s'est surmené en créant l'antidote, ayant dû absorber un tas de poison, il doit donc se reposer et digérer le poison pendant un certain temps. Avant ce jour, il avait signé un contrat avec Baek. Baek était euphorique en se préparant à signer le contrat, disant à Taju que le médicament révolutionnerait la chasse aux bêtes magiques sur le mont Giri. Baek manque de se tirer une balle dans le pied à cause de son excitation en révélant qu'il a même traité Taju de fou lorsqu'il a initialement apporté l'antidote à son magasin. Taju lui demande ce qu'il veut dire par là, mais il dissimule rapidement et demande à Taju combien de stock il a. Taju révèle qu'il y a environ 60 000 bouteilles, et Baek lui demande ce qui se passerait si tout se vendait.
Taju l'assure qu'il peut en produire plus sans perdre de temps, et Baek présente avec enthousiasme le contrat à Taju. Baek avait fixé le coût de production officiel à 10 000 wons par bouteille afin qu'elle puisse être vendue pour 50 000, et cela incluait la condition qu'il s'occupe de toutes les approbations de médicaments et des procédures de brevet pour Taju. Taju est stupéfait en voyant cela car le coût de production réel est inférieur à 101 wons par bouteille. Taju admet que le prix est bon, et il dit à Baek qu'avec le stock initial de 60 000 bouteilles qu'il a, le tout s'élève à 3 milliards wons. Baek lui dit qu'il doit déduire la taxe de 10%, ce qui ramène le total à 2 700 millions de wons. Taju est d'autant plus impressionné qu'il n'y ait qu'une taxe de 10%, ce qui montre à quel point la ville est libre. Taju suggère alors une autre méthode, et il dit à Baek qu'il va lui accorder un contrat d'exclusivité d'un an tout en fournissant l'antidote pour 35 000 wons par bouteille. Baek est surpris d'entendre cela, et il dit à Taju qu'il n'a pas vraiment besoin de lui donner l'antidote à si bas prix. Taju dit à Baek qu'il a entendu dire qu'il dirige un orphelinat, car les rumeurs courent dans toute la ville qu'il est le père de tous les orphelins. Il a aussi entendu dire qu'il finance l'orphelinat avec les bénéfices de sa pharmacie, alors il essaie seulement de l'aider à soulager son stress. Cependant, en échange, il veut simplement que Baek lui fournisse un endroit où il pourra fabriquer l'antidote. Avec des larmes de joie, Baek assure à Taju qu'il a l'endroit parfait qu'il peut utiliser. Sur ce, les deux hommes se serrent la main et signent le contrat. C'est après avoir signé le contrat et reçu une avance substantielle que Taju a décidé de prendre un jour de congé et de visiter le célèbre marché de Guri pour acheter de l'équipement. Taju se promène dans le marché lorsqu'il est approché par un type chauve étrange qui lui demande s'il a besoin d'une arme. Taju est confus et demande au chauve s'il lui parle sérieusement. Le type dit oui, révélant que sa boutique est au coin de la rue, assurant à Taju qu'il peut trouver tout ce qu'il cherche dans sa boutique. En fait, il promet de faire une réduction à Taju parce qu'il est beau. Taju est mal à l'aise face à la présence du type, et il lui dit de ne pas s'en faire, affirmant qu'il n'a besoin de rien. Au moment où il s'apprête à partir, il est attrapé par le type qui lui dit de jeter au moins un coup d'œil, lui assurant que ça ne lui coûtera rien. Il continue de dire des choses étranges, comme quoi Taju devrait le suivre chez lui, un lieu rempli de rêves et de romances. Taju, de son côté, panique car le type est censé être un forgeron, mais sa poigne est démente. Il est traîné par le type alors qu'il a déjà atteint la 3e étoile, ce qui le laisse se demander si le type est en fait un maître artisan. Quelques instants plus tard, ils arrivent à l'atelier du type, et Taju est vraiment époustouflé par les armes incroyables qui se trouvent dans l'atelier. Il lui demande s'il a tout fabriqué lui-même, et il l'assure que oui, tout en disant à Taju qu'il est le meilleur de la ville. Taju utilise ses yeux d'observation pour examiner les armes, et il confirme que le type ne bluffe pas, ce qui l'amène à croire qu'il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Ayant confirmé qu'il est doué dans son travail, il sort un papier pour illustrer ce qu'il veut, lui demandant s'il peut en fabriquer 100. Le forgeron regarde et se rend compte qu'il s'agit de dagues volantes en feuilles de saule, mais il estime qu'elles sont trop petites pour être des couteaux de lancer. Il demande à Taju s'il compte utiliser les couteaux lui-même. Il dit aussi à Taju que les couteaux doivent être fabriqués en mono-acier s'il veut qu'ils fassent des dégâts lorsqu'ils sont lancés. Taju lui demande alors s'il peut les fabriquer, et il répond que oui. Mais il lui fait savoir que cela prendra du temps en raison d'un manque de matériaux. Il demande à Taju si cela lui convient, et Taju dit oui tout en lui demandant combien cela va lui coûter. Le forgeron calcule tout et révèle que cela revient à 250 millions de wons. Cependant, il fait savoir à Taju qu'il n'a qu'à verser un acompte de 10% ce jour-là. Taju s'attendait déjà à ce que les armes soient chères, mais le prix est assez étouffant pour 100 armes cachées à usage unique. Taju dit alors au type qu'il n'a pas à s'inquiéter, l'assurant qu'il va tout payer sur le champ. Il lui donne son adresse, lui disant d'envoyer le premier échantillon dès qu'il sera prêt. Après avoir quitté l'atelier du forgeron, Taju se dit que la prochaine chose sur sa liste est une armure, puisqu'il a réussi à se procurer des armes. Taju réalise qu'il a besoin d'une tenue qui lui permettra de coudre des poches dans ses vêtements afin de transporter d'innombrables poisons et armes cachées, tout comme Tang. Il s'imagine porter une robe comme Tang, mais il abandonne rapidement l'idée car il réalise à quel point ce serait embarrassant. La meilleure option est donc de s'en tenir au style moderne. Taju réfléchit aux options qui s'offrent à lui quand il est soudainement approché par une vendeuse qui travaille pour la boutique Flamme. Elle lui dit qu'ils viennent de sortir une nouvelle ligne d'armure en cuir de bête magique, et qu'ils ont aussi des manteaux en exposition ce jour-là. Elle dit à Taju de venir jeter un œil, et Taju prend le catalogue qu'elle lui tend pour regarder le manteau. Il se rend compte que c'est un manteau en cuir de bête magique, et que cela fonctionnerait en fait à la place de porter une longue robe. Pendant ce temps, on voit deux dames dans un tramway qui font le tour de la ville. Elles aperçoivent au loin le château de la ville, un château réservé uniquement aux gens riches et puissants. Il s'avère qu'on ne peut accéder au château que par bateau, car les ponts sont verrouillés. La fille aux cheveux gris est l'héritière du groupe Baekdu, et son nom est Jongbyoné. Elle est également élève officier à l'académie militaire, et elle n'est pas vraiment impressionnée par la façon dont les puissants se cachent sous prétexte de sécurité. La dame aux cheveux orange qui l'accompagne est son assistante, et elle demande à Yoné si elle a vraiment fait tout ce chemin jusqu'à la ville juste pour un manteau en cuir de renard. Yoné lui dit que ce n'est pas n'importe quel cuir de renard, mais un cuir de renard d'illusion de Sibérie. Elle mentionne que ces renards ont une petite population, et leur chasse est difficile, ce qui rend le cuir extrêmement rare.
Elle ajoute que l'armure faite de ce cuir a une excellente défense, mais qu'elle est aussi fraîche en été et chaude en hiver. Son assistante est époustouflée par tout cela, et elle convient que c'est quelque chose qui vaut la peine d'être possédé, car cela ressemble à un matériau rare et difficile à trouver. Cela rappelle alors à son assistante que son grand-père lui a envoyé une carte noire, l'assurant qu'elle peut l'utiliser librement. Cependant, Yone refuse la carte, disant qu'elle utilisera son propre argent. L'assistante n'est pas surprise par cela car Yone est déjà connue pour son indépendance, et quelques instants plus tard, le tramway s'arrête au marché de Guri. On demande aux passagers de descendre, et les deux dames descendent du tramway. Yone suggère qu'elle se rende directement à la boutique car elle aimerait voir le produit en vrai sans perdre de temps. Au même moment, Taju venait d'être dirigé vers la boutique, et en entrant, il trouve une dame rousse s'occupant de Yone et de sa secrétaire. Il attire leur attention sur sa présence, révélant qu'on l'a dirigé vers la boutique depuis l'extérieur. La dame rousse dit alors à Yone de lui accorder une minute, mais la secrétaire s'inquiète déjà que Taju soit intéressée par le manteau qu'elle prévoit d'acheter. La rousse s'approche de Taju pour l'accueillir, mais elle remarque soudain quelque chose. Il s'avère qu'elle sait qui est Taju, mais Taju ne la connaît même pas. La dame explique alors qu'elle était la mage qui se trouvait dans le même groupe lorsque les orques ont attaqué il y a un mois. Taju se souvient enfin de qui elle est, et il lui demande pourquoi elle est à la boutique. La mage révèle que travailler dans la boutique est en fait son emploi principal, et qu'elle ne participe à la subjugation de monstres que comme activité secondaire quand elle est libre. La mage dit à Taju qu'elle est heureuse de l'avoir rencontré à la boutique car elle le cherchait. Taju se retourne nerveusement pour partir, lui demandant pourquoi elle le chercherait. Il lui rappelle qu'elle a beaucoup souffert pendant la mission, mais comme elle a l'air en pleine forme, il veut qu'elle continue ainsi. Apparemment, Taju lui avait attribué le mérite d'avoir vaincu les orques à l'époque parce qu'il ne voulait pas attirer l'attention sur lui. Il sait qu'il y a une chance que la vérité éclate après son réveil, mais il était également prêt à déménager si cela s'était produit. Taju pense qu'il vaut mieux s'enfuir avant qu'elle ne commence à poser des questions sur ce qui s'est passé. À ce moment-là, la dame l'attrape, l'exhortant à attendre une minute. Elle demande alors à Taju si c'est lui qui l'a sauvée, car la guilde de Nogodan lui a demandé si elle s'était évanouie par épuisement de mana après avoir tué les orques. La dame comprend que c'est Taju qui a dit ça, alors elle a simplement suivi le mouvement. La mage dit alors à Taju qu'elle ne sait pas pourquoi il l'a aidée, mais qu'elle lui en est reconnaissante. Elle mentionne que c'est grâce à Taju qu'elle a pu récupérer les corps de leur chef d'équipe et de son amant. La dame s'effondre en remerciant Taju pour son aide, laissant Taju complètement désemparé car il ne sait même pas comment gérer une telle situation. Il sait qu'il l'a bien sauvée à ce moment-là, mais il ne l'a pas fait pour elle, mais par désir égoïste de tester ses techniques. Taju presse alors la mage de se calmer tout en se demandant s'il mérite vraiment sa gratitude. La mage s'excuse si elle a rendu la situation gênante pour lui, et à ce moment-là, la secrétaire de Yann écrit sur la dame, lui demandant combien de temps elle compte retarder Yann. La dame se retourne alors pour s'excuser auprès d'eux, et soudain, elle se met à genoux. Elle s'incline devant Yann, lui disant qu'elle est vraiment désolée car elle ne peut plus lui vendre le manteau. La secrétaire de Yann est furieuse en entendant cela, et elle rappelle à la mage qu'elles ont déjà pris toutes les mesures, ce qui signifie qu'il ne reste plus qu'à payer, mais elle revient maintenant sur sa parole. La dame mentionne à quel point il a été difficile pour Yann de venir en ville juste pour le manteau. La mage révèle qu'elle est consciente du stress que Yann a subi, mais elle leur fait savoir que la chose la plus précieuse est le manteau qu'il essaie d'acheter. Elle révèle qu'elle le leur aurait volontiers vendu un instant plus tôt, mais en l'état actuel des choses, il s'avère qu'elle veut l'utiliser pour autre chose. Yone reste sans voix en entendant cela, et la mage l'assure qu'elle va la dédommager séparément pour les inconvénients tout en ajoutant à quel point elle est désolée. La secrétaire de Yone est sur le point de piquer une autre crise quand Yone l'arrête, lui disant qu'il est temps pour elle de partir. Sa secrétaire est choquée qu'elle parte alors qu'elle avait dit à quel point elle voulait vraiment le manteau. Yone dit à sa secrétaire que ce n'est pas grave, car la mage a maintenant une autre utilité pour le manteau. Alors qu'elle s'éloigne, Taju s'excuse auprès de la mage, disant qu'il a dû lui causer des ennuis car il est presque sûr que Yone est une cliente importante. Cependant, la mage lui dit que c'est elle qui devrait s'excuser auprès de lui, et Taju lui demande pourquoi elle a soudainement décidé de ne pas vendre le manteau. La dame est surprise que Taju lui pose une telle question, et elle lui demande si on lui a déjà dit à quel point il est stupide. Taju, montrant sa stupidité, répond que non, révélant que la mage est la première personne à lui avoir dit une telle chose. La mage n'arrive pas à croire que Taju n'a toujours pas compris ce qui se passe dans cette situation. Elle est forcée de tout lui expliquer, révélant qu'elle lui donne le manteau, ce qui choque le type. Il lui demande ce qu'elle veut dire par là, et la mage mentionne qu'elle veut le remercier de lui avoir sauvé la vie en lui donnant le manteau en cuir de renard argenté. Taju répond qu'il ne peut pas l'accepter tout en avouant qu'il ne l'a pas sauvé avec de bonnes intentions, car les choses se sont simplement passées ainsi. La mage lui fait savoir que les intentions n'ont aucune importance, car le plus important est qu'elle a survécu et qu'elle a reçu sa grâce en conséquence. Elle dit à Taju de sauver plus de gens à l'avenir si tout cela le dérange vraiment, afin que des gens comme son amant soient encore en vie. Taju est décontenancé car c'est la première fois qu'il reçoit un tel niveau de gratitude de la part de quelqu'un depuis sa naissance. Depuis le début de sa vie, il a toujours été confronté à la haine et à la critique, il y était donc déjà habitué. Même s'il n'a pas aidé la mage par bonté de cœur,
Taju apprécie le sentiment que procure la gratitude de quelqu'un. Taju dit alors à la mage qu'il va prendre le manteau si elle insiste, et elle pousse un soupir de soulagement avant de lui dire qu'il est temps pour lui de prendre ses mesures. Pendant ce temps, dans le royaume céleste, le maître d'escrime, Dong Bin Seon, se meurt des nuits. Il se plaint que tout le monde porte les mêmes vêtements tous les jours tout en arborant les mêmes cheveux et les mêmes barbes blanches. Les autres n'arrivent pas à croire que Dong Bin se plaigne de quelque chose dont il est lui-même coupable. Cependant, Dong Bin peut voir que Tang est différent car il est le seul à se démarquer. Apparemment, Tang Cest fait une belle coupe de cheveux, révélant que c'est un style d'un autre monde. Il a même taillé sa barbe et Cest fabriqué des vêtements que Dong Bin n'avait jamais vus auparavant. Apparemment, Tang se promène en manteau, laissant les autres se demander d'où il tire son inspiration. Comme Dong Bin s'ennuie à mourir, il pense demander à Tang comment fabriquer des vêtements, car s'il parvient à changer de vêtements, les choses pourraient être moins ennuyeuses, et deux types fous semblent plus amusants qu'un seul. Une fois sa décision prise, il décide qu'il est temps de rencontrer Tang, et il est convaincu qu'une fois qu'il aura donné à Tang la pêche céleste du royaume céleste, il s'entendra bien avec lui. Pendant ce temps, à l'orphelinat de Baek, la zone du coffre-fort secret a été transformée en atelier de fabrication de taiju. Il vient de terminer un autre lot d'antidotes lorsque l'appel de Baek arrive, et Taiju l'assure qu'il a terminé le lot actuel. Baek est soulagé d'entendre cela car il révèle qu'ils sont presque en rupture de stock. Il demande à Taju quand il peut envoyer l'antidote, et Taju est choqué que Baek ait déjà besoin d'un autre lot car il vient d'en envoyer un la veille. Baek révèle que le mot ceste répandu sur l'efficacité du médicament, et les gens se précipitent pour en acheter. En fait, pendant qu'il parle à Taju, tout le magasin est en ébullition car les éveillés se précipitent tous pour obtenir l'antidote. Baek révèle que certains en font même des réserves, ce qui a provoqué une diminution rapide du stock. Taiju dit alors à Baek de faire une annonce indiquant que l'approvisionnement sera constant, donc il n'y a pas besoin de faire des réserves, tout en le pressant de fixer une limite d'achat de 2 bouteilles par personne. Baek l'assure qu'il va le faire, mais Baek s'inquiète aussi d'autre chose. Il dit à Taiju qu'il est possible que des médicaments contrefaits apparaissent plus tôt que prévu, en raison de la popularité du médicament. Taiju assure à Baek que ce n'est pas un problème car des contrefaçons pourraient apparaître à l'avenir, mais pour le moment, il est convaincu que c'est impossible. Il mentionne qu'ils peuvent aussi fabriquer et vendre un autre type de médicament si des contrefaçons apparaissent. Au fond de lui, Taju sait que personne ne peut copier l'antidote car il a été fabriqué avec l'esprit du poison. Baek dit alors à Taju qu'il va essayer de contrôler le volume des ventes, mais le presse de continuer à les approvisionner. Avant que Baek ne raccroche, Taju lui demande quand il compte envoyer la machine d'emballage, car l'emballage prend en fait plus de temps que la fabrication. En fait, il a déjà emballé 20 000 bouteilles ce jour-là. Apparemment, Taiju est bloqué avec la production depuis une semaine entière, donc il n'a pas pu rentrer chez lui. Baek l'assure alors qu'il va accélérer les choses. Plus tard, 2 des orphelins vivant à l'orphelinat se dirigent vers le coffre-fort car ils croient qu'un fantôme réside maintenant dans l'ancienne base secrète. Le garçon assure à la fille qui l'accompagne qu'il va chasser le type qui a volé leur base secrète. Soudain, la porte du coffre-fort commence à s'ouvrir, et avec elle émerge une odeur épaisse et nauséabonde. Taju sort du coffre-fort avec des paquets de médicaments, et il sourit aux enfants en les saluant, mais les enfants paniquent avant de s'enfuir en criant qu'ils ont rencontré un fantôme puant. Taju ne comprend pas pourquoi il l'appelle un fantôme puant alors qu'il n'est qu'un type normal. Bien qu'il ne se soit pas lavé depuis une semaine, il ne pense pas sentir si mauvais. Il se souvient alors qu'il doit retrouver son patron porteur, Monsieur O. Taju pense à se laver d'abord, mais il craint que cela ne le mette en retard. Il réfléchit à son prochain mouvement quand une dame qui se trouve être la fille de Baek apparaît. Les 2 enfants de tout à l'heure sont derrière elle, et ils se cachent de Taju, qu'il voit comme un fantôme vraiment puant. La dame révèle qu'elle a entendu par son père qu'il est celui qui travaille sur l'antidote, et Taju le confirme en se présentant. Il lui demande qui elle est, et elle révèle que son nom est Baek Soyon et qu'elle travaille à l'orphelinat. Elle mentionne que les enfants parlaient d'un fantôme dans la cave, c'est pourquoi elle est venue vérifier. De plus, elle a un colis pour lui. Taju récupère le colis et se rend compte que c'est l'échantillon du forgeron. Il remercie Soyon pour son aide, disant que le colis est arrivé au bon moment. Soyon se couvre le nez en disant à Taju de continuer à entretenir de bonnes relations avec son père, tout en lui suggérant de prendre sa douche dans la salle de bain du premier étage avant de partir. Soyon dit alors aux enfants qu'il est temps pour eux de partir, mais les enfants s'assurent de rappeler à Taju de se laver. Après leur départ, Taju décide de vérifier d'abord l'échantillon car il attendait avec impatience les dagues volantes en feuilles de saule. Il ouvre la boîte et trouve une note posée sur les dagues. La note vient du forgeron qui presse Taju de lui donner son avis après avoir utilisé les dagues. Le type écrit d'une manière si romantique, montrant à nouveau son côté effrayant, forçant Taju à jeter la note avec colère. Après avoir déchiré la note, il examine la dague, et il est content qu'elle ait l'air correcte car elle est tranchante et solide. Taju la lance pour la prendre en main, et il confirme que le poids et la prise sont parfaits. Comme les dagues sont vraiment réussies, Taju a hâte de voir à quel point le manteau sera de bonne qualité. Apparemment, la mage lui avait dit qu'elle allait lui donner le manteau gratuitement tout en l'assurant qu'elle l'enverrait une fois terminé. Cependant, Taju prévoit de le payer car il a maintenant l'argent pour le faire. Se rendant compte qu'il est déjà en retard, Taju décide de se dépêcher, mais il se souvient alors qu'il doit d'abord se laver.
Peu de temps après, Taju arrive au Mont Jiri où il rencontre O et les membres du groupe qui l'attendent déjà. Taju s'excuse d'être le dernier et demande s'ils l'ont attendu longtemps. Cependant, O lui fait savoir qu'il est arrivé juste à temps car ils viennent d'arriver aussi. Oh, merci, Taju, d'être venu après que je te l'ai demandé si soudainement. Taju dit à O qu'il n'a pas à s'inquiéter car il l'a beaucoup aidé aussi, donc des faveurs comme celle-ci ne signifient rien pour lui. À ce moment-là, l'un des membres du groupe, Jang Wonjin, s'est adressé à Taju grossièrement, le traitant de simple porteur et lui suggérant de s'excuser pour son retard. Taju dit à Wonjin qu'il dépasse les bornes dans la façon dont il s'adresse à lui, car il n'est pas arrivé en retard et il ne voit aucune raison de s'excuser. Wonjin est furieux que Taju lui réponde alors qu'il n'est qu'un simple porteur. Il menace de taillader Taju, et Taju perd déjà son sang-froid car il envisage de le tuer. Il se rend compte que les autres porteurs ont dû s'enfuir, c'est pourquoi il a fini comme remplaçant dans l'équipe. O chuchote alors à Taju de ne pas tenir compte de Wonjin, car il ne veut pas que l'affaire échoue à cause de la somme d'argent en jeu. Taju reste silencieux, mais Wonjin croit qu'il a peur de l'épée, c'est pourquoi il s'estue. Même si Taju est énervé par toute la situation, il décide de s'excuser. Le chef d'équipe dit alors à Wonjin de laisser tomber, lui disant que Taju n'est qu'une perte de temps. Wonjin s'en va en disant à Taju de s'estimer heureux car il était sur le point de le taillader. O demande alors à Taju s'il va bien tout en s'excusant pour toute l'affaire, mais Taju l'assure que tout va bien. Soudain, Taju remarque qu'il n'y a que 7 personnes dans l'équipe, et c'est un raid qui nécessite au moins 15 personnes. Taju est obligé de prendre la parole, leur disant que le nombre de personnel dans l'équipe est faible même s'ils ont commencé à réduire les effectifs grâce à l'antidote contre les moustiques qui vient d'être développé. Le fait que Taju les interroge énerve littéralement Wonjun à nouveau, et il demande à Taju s'il cherche à mourir. Taju dit au type que tout ce qu'il a fait, c'est de s'inquiéter de la sécurité des porteurs qu'il méprise, tout en révélant qu'il n'a aucune intention d'y aller si le raid n'est pas sûr. Wonjun explose presque de colère, et il demande à Taju pourquoi quelqu'un qui va mourir lui répond. Son choix de mots envoie immédiatement une alerte SOS au cerveau de Taju. Wonjun menace de tuer Taju sur le champ, mais le chef d'équipe, Kwon Dong-seok, l'arrête, lui disant que personne ne portera leur sac s'il le tue. Cependant, il dit à Taju qu'il n'a plus le droit de parler, car s'il le fait, il le découpera membre par membre tout en le donnant en pâture aux bêtes magiques. Kwon et Wonjun s'éloignent nonchalamment en se moquant de Taju, et à ce stade, Taju les considère déjà comme morts car ils ont dépassé les bornes. Il pense même à les tuer sur le champ car il en a maintenant le pouvoir. Quelques instants plus tard, Kwon dit à tout le monde de prendre l'antidote car il est temps pour eux de partir. O s'excuse alors auprès de Taju pour toute l'affaire, mais Taju lui fait savoir que ce n'est pas grave. Cependant, il veut savoir s'ils vont vraiment y aller avec un si petit nombre de personnes. O révèle que d'après les informations qu'il a reçues, il se dirige vers le terrain de chasse des belettes. Apparemment, ils ont toujours eu besoin de beaucoup de monde pour les raids à cause des moustiques, mais grâce à l'antidote, ils peuvent enlever les combinaisons anti-insectes tout en réduisant le nombre de membres nécessaires pour un raid. O mentionne qu'il est un peu anxieux, mais comme il y a 2 débutants dans l'équipe, il ne pense pas qu'il ait à s'inquiéter. Il donne ensuite à Taju une fiole de l'antidote, lui disant qu'il en a apporté une pour lui. Taju remercie O en prenant la fiole, et il réalise que son pouvoir a pu apporter un nouveau changement. Il se souvient de ce que la mage lui a dit à propos de sauver des gens, et Taju réalise qu'il a pu sauver beaucoup de personnes de la mort par les moustiques simplement en produisant l'antidote. Taju est heureux de pouvoir réaliser son souhait, et il se rend également compte que son nouveau pouvoir l'a aussi changé. Il s'avère qu'il a déjà perdu le contrôle de ses intentions meurtrières à 2 reprises à cause de Wonjun et des membres minables de son groupe. Il comprend que la raison en est la personnalité de Taju. C'est quelqu'un qui privilégie le meurtre de ceux qu'il n'aime pas plutôt que de simplement laisser tomber. Ta possède ce que l'on appelle le cœur venimeux. Et après le partage d'âme avec lui, il semble que le cœur venimeux s'infiltre maintenant dans la personnalité de Taju. Taju ne considère pas cela comme un mauvais changement, car il était trop faible pour survivre dans le monde actuel. Juste à ce moment-là, Taju dit à O de rester près de lui pendant le raid, et O est surpris qu'un porteur sans pouvoir lui dise de rester derrière lui alors qu'il y a des éveillés dans l'équipe. O croit que Taju plaisante, mais Taju lui fait savoir qu'il est très sérieux car il a un sinistre pressentiment venant des profondeurs de la forêt depuis un moment, et l'intention meurtrière féroce qu'il ressent est en fait dirigée contre eux. Dans le Murim de l'époque, Tang avait pourchassé les conspirateurs qui travaillaient avec le culte démoniaque. Tang a un jour poursuivi l'un des collaborateurs. Le type a supplié pour sa vie, affirmant qu'il avait été piégé, mais Tang n'est pas du genre à écouter ça. Il mentionne qu'il est au courant du fait que le groupe a tué d'innombrables civils pour fabriquer la pilule de sang démoniaque. En fait, le démon de la foudre, Jugachon, avait utilisé son propre fils, et Tang est furieux à ce sujet. Il met impitoyablement Juga à genoux avant de l'achever avec une attaque puissante, le déchiquetant tout en promettant de lui envoyer le reste de ses compagnons. De retour au Mont Jiri, le groupe a réussi à abattre un tas de monstres belettes. Wonjin se vante de la facilité avec laquelle ils abattent les belettes, puisqu'ils ne sont pas gênés par le poids des combinaisons anti-insectes. Ils ont rassemblé un tas de cristaux d'énergie, ce dont Wonjin se réjouit. Il en profite pour dénigrer Taju, lui disant qu'ils n'ont pas besoin d'un grand nombre de personnes car ils sont déjà assez nombreux, tout en se moquant de lui, disant qu'il est coincé en tant que porteur parce que c'est une poule mouillée.
O peut sentir la colère monter en Taju, et il parle rapidement en lui tapotant la poitrine. Il veut que Taju admette qu'il a tort juste pour que la paix règne, mais Taju n'arrive pas à croire que Wonjun se la joue supérieure grâce à l'antidote qu'il a fabriqué. Il commence à penser à les tuer, puisqu'ils sont déjà des morts en sursis. Cependant, il décide de se retenir car il n'est pas prêt à utiliser des ordures comme eux comme cible d'entraînement pour ses dagues volantes en feuilles de saule. En gros, le groupe peut chasser un tas de belettes grâce à l'antidote, mais il se demande comment ils vont gérer le vrai danger qui se cache dans l'ombre. Taju dit alors à O que le carnage est sur le point de commencer, et qu'il ne doit pas oublier ce qu'il lui a dit de rester près de lui. O est confus et demande à Taju ce qui commence exactement. Taju répond que ce n'est pas grand-chose, mais c'est quelque chose de connu pour être difficile à gérer sur la montagne, à savoir une attaque de bête magique. Soudain, un loup à la fourrure rouge émerge au loin, et il a l'air absolument effrayant. La sueur coule sur le visage d'Osh quand il voit ça, mais Taju l'assure qu'il n'a rien à craindre. O ne croit pas un mot de ce que dit Taju, et il suggère qu'il s'enfuit car c'est un monstre qui nécessite au moins un rang régulier pour être affronté. Même si un seul est déjà un problème, la situation est toujours plus désastreuse car il se déplace en couple, un mâle et une femelle. Wonjun essaie de faire le dur en balançant son épée sur l'un des loups, mais celui-ci esquive son attaque. Et pris de peur, il appelle Kwon, lui demandant ce qu'il doit faire. Soudain, Kwon tourne les talons et s'enfuit au loin, abandonnant les membres de son équipe. L'une des membres du groupe s'approche de Wonjun, pleurant à son oreille, disant qu'ils sont foutus, mais Wonjun lui crie dessus, lui disant qu'ils vont simplement gérer la situation comme d'habitude. Il lui dit qu'ils vont simplement jeter les porteurs au loup comme appât, ce qui est leur façon de faire habituelle. O se tourne alors vers Taju, lui disant de lui montrer quelque chose car il ne peut pas simplement le croire sur parole. Taju répond qu'il va lui montrer quelque chose, et il sort une de ses dagues. Utilisant l'art de la dague volante, il la lance vers l'oreille droite de Wonjun, la coupant nettement, et la dague se fiche dans un rocher grâce au puissant élan qu'elle a généré. O est choqué en voyant cela, et Taju exprime son dégoût pour Wonjun et ses membres, disant que ce sont des ordures. La dague que Taju a lancée avait coupé l'oreille droite de Wonjun avant de heurter un rocher, manquant de peu Kwon, qui essayait de s'échapper. Soudain, Wonjun réalise que le loup qui se tenait devant lui est déjà mort, le laissant se demander quand c'est arrivé. Il s'avère que la dague lui a éraflé l'oreille, a tué le loup, et a quand même empêché Kwon de partir. O se tourne vers Taju, lui demandant comment il a pu abattre le loup d'un seul coup. L'autre loup est dévasté par la mort de son partenaire, mais avant qu'il ne puisse bouger, Taju libère son aura, disant au loup d'être sage car s'il tente quoi que ce soit, il mettra fin à sa vie. Taju demande alors aux éveillés si c'est ce qu'ils font chaque fois que la situation ne se déroule pas comme il le prévoit. Wonjun lui demande avec arrogance pourquoi ils se soucient de ce qu'ils font, tout en disant qu'il est naturel que les faibles meurent pour le bien des éveillés. Taju est satisfait de sa réponse, et il lui dit qu'il est sur le point de ressentir la même chose. Taju saute alors sur le rocher à côté d'eux pour avoir une meilleure vue. Il lâche le loup sur eux, et il dit aux éveillés de le combattre. Taju s'assoit calmement comme s'il s'apprêtait à regarder un film, et il leur dit qu'il s'est déjà occupé d'un des loups, donc l'autre ne devrait pas être un gros problème. Kwon, qui a aussi perdu une oreille, pense que Taju s'amuse, et il lui demande s'il croit pouvoir s'en tirer en scène prenant à des éveillés. Cependant, la femme de l'équipe supplie Taju de tuer le loup pour eux, tout en promettant qu'ils lui paieront une grosse somme. Wonjun dit simplement à la femme de la fermer en l'insultant. Soudain, une dague passe devant son oreille gauche, l'ébréchant, le rendant finalement sans oreille. Taju lui dit qu'il n'a pas besoin de ses oreilles puisqu'il a du mal à comprendre le langage humain. Avec une aura terrifiante, Taju se répète, rappelant aux éveillés qu'il est le porteur et qu'ils sont les combattants. Puisqu'il était si plein d'énergie lorsqu'il combattait les belettes plus tôt, Taju leur fait savoir qu'il attend le même enthousiasme de leur part. Wonjun lui demande s'ils pensent qu'ils vont faire ce qu'il dit. Et puisqu'ils refusent de l'écouter, il leur fait savoir que le loup a des projets pour eux. Voyant que le loup est sur le point de les attaquer, Wonjun se prépare à combattre, mais avant même qu'il ne puisse réagir, sa tête est arrachée de son cou. Kwon se prend aussi pour un caïd, mais le loup fond sur lui et l'écrase également. Les deux autres essaient alors de s'enfuir, mais le loup les extermine. Après en avoir fini avec eux, O remarque que la bête s'approche de lui, et il appelle Taju, effrayé. Taju réalise alors que la bête a pris confiance en tuant les autres éveillés. Taju avait en fait l'intention d'épargner le loup car il lui avait déjà montré la différence de leur niveau. Puisque c'est le cas, Taju conclut que le loup n'a d'autre choix que de mourir. Il bondit vers le loup et le frappe au sol avec sa paume empoisonnée, provoquant une grande explosion qui secoue la zone. O est sous le choc car Taju n'avait même pas de marque, et il est si fort, le laissant se demander pourquoi Taju travaillait comme un fichu porteur. O commence à réaliser que Taju pourrait être celui qui a vaincu les orques la dernière fois. Il réalise que Taju a dû prétendre que c'était la mage qu'il avait fait pour pouvoir cacher ses pouvoirs. Taju commence alors à marcher vers O, disant à quel point il est rafraîchissant d'utiliser ses pouvoirs car il a été coincé à fabriquer des antidotes pendant un bon moment. O se fiche de peur car il croit qu'il va mourir des mains de Taju. Au moment où Taju s'approche de lui pour lui demander s'il va bien, O s'effondre à genoux, suppliant Taju d'épargner sa vie. Taju rit nerveusement, disant à O qu'il n'a aucune raison de le tuer. O est surpris que Taju n'ait aucune intention de le tuer, et Taju l'exhorte à se relever, lui demandant s'il est blessé quelque part, et O l'assure que non. Puisqu'il va bien,
Taju lui dit qu'il a une faveur à lui demander, et Oh lui dit de parler. Taju commence par mentionner ce que Oh vient de voir, mais Oh l'interrompt en disant qu'il n'a rien vu car il est légalement aveugle. Taju est heureux que Oh soit coopératif, et il suggère qu'il redescende de la montagne. Alors qu'il s'apprête à partir, Taju pense que les corps seront dévorés par des bêtes magiques, tout comme cela se passe au mont Sirek. Même s'il ne les a pas tués directement mais les a conduits à leur mort, Taju ne ressent aucune culpabilité. En fait, aucune de ces deux personnalités ne ressent de culpabilité concernant la mort de ces individus méprisables. Taiju est prêt à tuer quiconque utilise les faibles comme bouclier pour survivre, car ce sont des ordures, tout comme le clan Jug. Plus tard, à l'intérieur du château de Guri qui abrite le siège de la pharmacie YJ, quelques personnages importants se réunissent dans la salle de réunion. Ils sont furieux que plus personne ne vienne dans leur pharmacie depuis que Beck a commencé à vendre l'antidote. Le président de la pharmacie Ségipion, Nambok, mentionne qu'il possède la majorité des pharmacies de la ville, mais qu'ils ne peuvent pas mettre la main sur la pharmacie de Beck car le comité d'autonomie les empêche de le toucher puisqu'il nourrit les orphelins. Lee le président de la pharmacie Nuri, pense que tout cela est une farce, et Nambok suggère que Jilo propose une solution au lieu de simplement s'emporter. Jo Seok de la pharmacie YJ exhorte les deux à se calmer et à arrêter de se battre à chaque réunion. Shiok suggère alors qu'il arrête de tourner autour du pot et partage simplement leurs progrès, car ils sont tous dans le même bateau. Ils sont tous inquiets d'avoir échoué à fabriquer l'antidote, et Nambok dit qu'ils le fabriqueront bientôt car ce n'est qu'une question de temps. Jilo lui crie dessus, lui disant qu'ils savent tous que ça arrivera dans le futur, mais qu'ils s'inquiètent pour le présent car ils sont sur le point de faire faillite. Siok dit alors aux deux qu'ils n'ont d'autre choix que de faire les choses à leur manière habituelle sans se soucier du comité d'autonomie. Jilo est heureux d'entendre cela car c'est exactement ce qu'il veut entendre. Jilo lui demande si l'enquête est déjà terminée, et Seok allume le projecteur, leur disant de regarder ce qu'il s'apprête à leur montrer. Seok leur fait savoir que la personne qui a développé l'antidote est Taju, le fils aîné de Kim. Comme Kim est un général de brigade, Nambok craint qu'il ne s'attaque à une cible trop grosse pour eux. Cependant, Seok leur dit que tout ce qui est en surface n'est qu'une farce, car la véritable information est encore bien cachée. Il mentionne que selon leurs informateurs à Paju, Taju est un rebuté du mana, et il n'a rejoint l'armée que parce qu'il a été chassé de la maison. Sa mère biologique est morte, et son père s'est remarié avec une femme d'origine japonaise. Comme Taju a déjà coupé tout contact avec sa famille, Nambok prévoit de le rencontrer en premier car il est convaincu que peu importe ce que Beck lui a promis, ils pourront le convaincre avec plus d'argent. Et s'il finit par refuser, ils utiliseront simplement leurs méthodes habituelles. Au même moment, à la base de l'armée impériale sur le mont Jerry, le commandant de la base obtient les informations qu'il a demandées. Apparemment, le rapport provient du comité d'autonomie, et il concerne entièrement Taiju. Le commandant est surpris d'apprendre que Taiju est le fils de Kim. Apparemment, ils avaient déjà demandé un contrat d'approvisionnement qui avait été rejeté par manque de stock. Grâce au verdict de l'empereur, ils ne pouvaient pas non plus interférer avec Guri, alors ils ont simplement abandonné. Cependant, cela offre une nouvelle piste. Et puisque Taiju est le fils de Kim, le commandant pense que les choses pourraient bien se passer. Il s'avère que ce type cherche à lancer une soumission à grande échelle sur le mont Jiri s'ils parviennent à obtenir l'antidote pour empêcher la vague de bêtes magiques de la montagne. Comme ils sont toujours père et fils et qu'ils ne se sont pas reniés, le commandant est convaincu que l'obtention de l'approvisionnement est pratiquement garantie. Il s'avère que ce commandant est Jin Young, et c'est aussi un éveilleur de rang maître qui est lieutenant général dans l'armée. Il dit alors à son assistant de contacter Paju immédiatement car il aimerait parler au général de brigade Kim. Peu après, Kim reçoit un appel du lieutenant général concernant la production d'antidote de son fils, et sa femme est également dans la pièce lorsque l'appel arrive. Honda ne perd pas de temps à dire que Taiju est maintenant un gentil garçon, et elle suggère qu'il prenne des billets pour s'envoler vers Guri sans tarder. Elle prétend que Taju a peu d'expérience sociale, et comme il a beaucoup d'argent, il pourrait se faire arnaquer. Cependant, Kim dit à la femme de laisser Taju tranquille. Elle est surprise d'entendre cela, et Kim répète ses paroles en disant à Honda que Taju a déjà été retiré de leur registre familial, donc c'est un enfant qui a quitté leur giron. Honda n'est pas d'accord, disant que le registre familial n'est qu'une imposture car personne ne peut facilement rompre un lien donné par les cieux, ce qui signifie qu'ils doivent toujours l'aider. Kim est fatigué de se répéter, et il dit à Honda de laisser Taju tranquille si elle a encore un peu de conscience dans son cœur froid. Honda est choqué d'entendre cela, se demandant si Kim est déjà au courant de la tentative d'assassinat. Néanmoins, elle pense qu'elle n'a rien à craindre car aucune preuve ne peut remonter jusqu'à elle puisqu'un don est déjà mort. Honda crie sur Kim, lui disant de dire à Taiju de fournir au moins l'antidote à l'armée, car cela pourrait lui valoir une promotion, l'armée pensant qu'il sait comment persuader Taiju. Honda lui hurle dessus en lui demandant combien de temps il pense que Kyushu continuera à soutenir Paju, car Kyushu a aussi des difficultés actuellement. Elle mentionne que payer les frais de scolarité pour Taepyeon et Taechon est également difficile en ce moment. Elle essaie de le faire chanter émotionnellement, en disant que les deux sont aussi ses enfants, mais Kim lui dit simplement d'aller voir Taju lui-même. Frustré, Honda sort de la pièce en disant à Kim de faire ce qu'il veut, et qu'elle fera aussi les choses à sa manière. Après son départ, Kim pousse un soupir de soulagement car il pensait que son fils était réellement mort,
n'ayant eu aucun contact de sa part pendant des mois. Cependant, il semble qu'il vivait plutôt bien à Guri, et Kim est reconnaissant que Taju passe le reste de sa vie de manière significative. Pendant ce temps, au marché de Guri, Taju se rend à la boutique de la flamme car il a appris que son manteau à 4 milliards est prêt. Il l'enfile, et il s'avère qu'il est à sa taille parfaite. La sensation est également très agréable, et il en remercie la mage tout en admettant qu'un manteau fait à partir de sous-produits de bêtes magiques est vraiment différent. Il ajoute qu'il est léger, mais qu'il possède une défense élevée et même des fonctions de contrôle de la température. Taju remercie la mage de l'avoir teint en gris pour le rendre moins voyant. Comme si cela ne suffisait pas, Taju est époustouflé par la quantité d'espace que la mage a intégré au manteau. La mage admet qu'elle y a pensé en le modifiant, mais après avoir vu combien d'armes il porte, elle a compris qu'il est un éveilleur de la lignée furtive. Taju rit nerveusement, disant oui car il n'a pas d'autre explication. Taju dit alors à la mage qu'il ne peut pas accepter le manteau gratuitement et exige d'elle connaître le prix. Cependant, la mage refuse, disant que c'est le prix de sa vie, donc cela ne la dérange pas. Taju dit qu'il est presque sûr que tout cela l'a mise dans une position difficile, car elle lui donne quelque chose que quelqu'un d'autre avait réservé. La mage l'assure qu'il n'a rien à craindre car elle a déjà envoyé un autre article à Yone par la suite. Puisqu'elle refuse d'être payée, Taju se tourne vers une section de la boutique et demande à la mage de lui donner tout ce qui s'y trouve. Il révèle que ce sera un cadeau pour les enfants de l'orphelinat, et que cela augmentera aussi les ventes de la mage, donc c'est une situation gagnant-gagnant. Voyant à quel point il insiste, elle accepte puis dit à Taju de lui laisser un instant pendant qu'elle emballe tout. En s'éloignant, elle pense à quel point Taju est une bonne personne. À ce moment-là, Seok entre dans le magasin, disant à Taju qu'il le cherchait. Il se présente et tend sa carte de visite à Taju, mais Taju la rejette avec un dégoût évident sur son visage. Seok pense que Taju est mal à l'aise avec cette visite soudaine, et Taju est content qu'il le sache. Il lui demande alors ce qu'il veut et comment il a trouvé son emplacement. Seok se vante de son influence dans la ville en disant qu'il n'y a rien que l'association des pharmacies ne sache pas en ville. Il dit ensuite à Taju qu'il n'ira pas par 4 chemins, et lui fait savoir qu'il veut que l'antidote contre le poison de moustique soit également fourni à son groupe. Taju sourit, demandant s'il lui demande une faveur ou s'il le menace. Shock répond que c'est une faveur pour le moment, et Taju lui fait savoir qu'il n'est pas intéressé. Shock continue en disant qu'il prendra en charge les frais d'annulation tout en donnant à Taju 3 fois le prix d'approvisionnement que Beck lui a donné. Taju refuse toujours l'offre, disant qu'il n'est pas une personne malhonnête. Shock n'est pas prêt à abandonner, et il exhorte Taju à vendre la formule pour 5 milliards, et Taju lui demande s'il vendrait la formule à un prix aussi bas s'il était à sa place. Seok est finalement furieux d'être rejeté, et il dit à Taju qu'il pourrait avoir des difficultés à Guri à cause de cela. Mais Taju lui fait savoir qu'il n'a rien à craindre car il peut prendre soin de lui-même. Au moment où la mage revient, Seok est déjà partie, et elle est surprise de n'avoir entendu personne alors qu'elle croyait qu'il y avait quelqu'un d'autre. Taju lui dit qu'elle n'a pas à s'inquiéter car ce type n'est qu'un colporteur, et il l'a renvoyé. Pendant ce temps, Seok a appelé son associé pour lui dire qu'il est temps pour eux de commencer l'opération et de faire comme d'habitude. Plus tard, à la périphérie de la ville où le manoir de Taju est en construction, Taju arrive avec des sacs cadeaux et Beck lui demande ce qu'il tient. Taju révèle que comme Beck l'aide toujours, il a simplement acheté des vêtements pour les enfants en guise de reconnaissance. Beck est époustouflé par cela, et il serre Taju fort dans ses bras, lui disant qu'il est une lumière brillante. Il l'assure qu'il n'oubliera jamais sa bonté, lui disant qu'il en fera plus à l'avenir. Taju est content qu'il les aime, et il remercie Beck de l'avoir aidé à acheter le bâtiment et à superviser la construction. Taju dit alors à Beck qu'il pourrait bien accepter ce qu'il lui a proposé plus tôt. Beck est surpris que Taju se soit enfin décidé, et il révèle que Chiak est venu le voir plus tôt dans la journée. Il mentionne que la rencontre avec ce type lui a donné une certitude, et Beck s'inquiète quand il apprend qu'il a rencontré Seok. Il lui demande s'il ne l'a pas blessé, mais Taju l'assure qu'il va bien car ce type ne l'a que légèrement menacé. Cependant, cela lui a seulement rappelé comment les gens sans pouvoir sont traités. À cause de cela, il décide de créer une société pharmaceutique comme Beck l'avait suggéré, et il veut que Beck continue de l'aider. Beck accepte, et Taju l'exhorte à terminer la construction tout en révélant qu'il va s'absenter pendant un certain temps. Il mentionne qu'il sera simplement absent jusqu'à ce que l'entreprise soit créée, car il essaie de développer de nouveaux médicaments. En parlant de l'art de l'esprit du poison chaotique et sans forme, c'est l'art martial exclusif créé par Tang. Il combine essentiellement la méthode de culture mentale de base du clan, la culture du QI des 5 éléments, avec l'illumination de divers arts martiaux, et il se compose d'un total de 10 étoiles. La première et la deuxième étoile concernent la création d'essences de poison. La troisième et la quatrième étoile concernent la production d'antidotes. La cinquième et la sixième étoile concernent l'émission d'énergie empoisonnée. De la septième à la neuvième étoile, c'est le physique empoisonné, la projection d'énergie d'épée et la récupération d'armes cachées, tandis que la 10e étoile est la manifestation de l'esprit du poison. Après la 10e étoile, il faut éveiller l'esprit du poison par l'illumination. Apparemment, seuls ceux qui ont atteint l'esprit du poison peuvent utiliser la technique secrète appelée plus de 10 000 pétales torrentiels, que Tang a utilisé pour faire fondre le démon céleste, le chef de la secte démoniaque. Pendant ce temps, Taju est coincé sur le mont Jiri à abattre des monstres venimeux. Il tombe sur un lynx à griffes empoisonnées,
qui est aussi grand qu'un tigre. Et à cause de la robustesse du monstre, il est presque à court d'énergie interne et d'armes. Comme son niveau actuel est la 3e étoile, il en déduit qu'il se situe quelque part entre un artiste martial de second et de premier ordre du Jianghu. Taiju n'est pas satisfait de son niveau actuel car il estime que c'est encore honteux, et c'est pourquoi il est resté sur la montagne à absorber le poison des bêtes magiques. Il examine la poche de poison de la bête qu'il vient de vaincre et se rend compte qu'elle est assez énorme. Comme il a tous les souvenirs de Tang, cultiver les poisons est un jeu d'enfant pour lui. Il est convaincu que tant qu'il continuera à consommer de nouveaux poisons, il pourra progresser très rapidement. Parce que son corps a mis du temps à s'adapter à un moment donné, il est resté bloqué à la 3e étoile. Cependant, son corps s'est maintenant stabilisé, et passer à l'étape suivante ne sera pas un problème. Taiju est convaincu que s'il absorbe le poison du cerf d'eau à sport toxique qu'il visait, ce sera suffisant. Après en avoir fini avec le lynx, Taiju se souvient qu'il doit récupérer ses coûteuses dagues. Quelques instants plus tard, il trouve le cerf d'eau à sport toxique, une bête magique docile et non hostile avec 2 bosses sur le dos comme un chameau. Sans hésiter, il décapite le cerf, et la raison pour laquelle le cerf écrin se manifeste immédiatement. Apparemment, quand il meurt, ses bosses éclatent, dispersant ainsi des spores microscopiques et extrêmement toxiques. Les spores entourent l'emplacement de Taiju, et on dit que le poison fait fondre les filtres des masques à gaz. Il faut aussi 1 heure pour que les spores se dissipent lorsqu'elles sont exposées à l'air. Et rien qu'en le touchant, Taiju n'a d'autre choix que d'admettre que c'est le poison le plus puissant qu'il ait rencontré jusqu'à présent. Taiju se met immédiatement au travail car il ne compte pas laisser le poison se perdre. Il se concentre sur la condensation de l'énergie du poison pour l'absorber dans son corps tout en utilisant l'art de l'esprit du poison pour la convertir en énergie interne. Il sait que cela le propulsera immédiatement vers la 4e étoile, et des heures plus tard, il fait toujours circuler son chi après avoir absorbé le poison. Car la quantité de poison qu'il a absorbé est si grande qu'il est devenu difficile de la convertir en énergie interne. Il se demande s'il a été trop gourmand, mais en même temps, il n'est pas inquiet car il comprend déjà les propriétés toxiques, ce qui facilite le développement d'un antidote. De plus, il est convaincu que la Terre possède des poisons plus variés que le monde des arts martiaux. Et en utilisant cet avantage, il prévoit de devenir beaucoup plus fort, beaucoup plus vite, car il ne compte pas rester faible comme avant. Après des heures de circulation intense de ki, il atteint enfin la 4e étoile, et il peut sentir l'énergie monter dans son corps. Taiju se lève et se rend compte qu'il est sur la montagne depuis un bon moment. Cependant, ce n'est pas une perte de temps car il a pu atteindre la 4e étoile plus rapidement et a également obtenu les ingrédients pour l'antidote du cerf d'eau à sport toxique. Il décide qu'il est temps pour lui de rentrer, et il se souvient que les choses ont peut-être dégénéré. À cause de la pharmacie YJ. Peu de temps après, il retourne à la pharmacie et trouve le magasin pratiquement vide. Il suppose que les affaires ont très bien marché. Baek est reconnaissant qu'il soit enfin de retour après 2 semaines, car il craignait qu'il ne lui soit arrivé quelque chose, ne pouvant le joindre par téléphone. Taiju mentionne que son téléphone était éteint parce qu'il s'entraînait tout en développant un antidote. Taiju se rend compte que Baek et son assistant ont l'air inquiets et perturbés, ce qui le pousse à leur demander quel est le problème. Baek mentionne que les représentants de la société pharmaceutique ont dit qu'ils ne les approvisionneraient plus, et qu'ils ont même tout repris. Comme si cela ne suffisait pas, le département d'approbation des médicaments du comité d'autonomie leur a demandé d'envoyer la liste des ingrédients pour enquêter sur les effets secondaires de l'antidote. Quand Taiju entend cela, il demande à Baek s'il pense que c'est l'œuvre de Seok, et Baek répond qu'il n'est pas certain, mais que c'est la même méthode que Seok utilise habituellement quand les choses ne vont pas dans son sens. Il mentionne que ce type est aussi membre du comité d'autonomie. Taiju demande à Baek ce qui se passerait s'il ne fournissait pas les ingrédients, et Baek dit qu'il pourrait faire face à une interdiction de vente. Taiju en vient à se demander si le membre du comité dépêché par l'Empire travaille aussi avec Seok pour avoir fermé les yeux sur tout ce qui se passe. Il en déduit que Seok ne fait que commencer ses basses attaques, tout comme le clan Juga. Cependant, il doit juste frapper le premier, comme Tang l'aurait fait. Taiju dit alors à Baek ce qu'ils vont faire, et il lui fait savoir que la solution à leur problème est de frapper les premiers afin d'envoyer une menace en bonne et due forme. Baek est confus, et Taiju lui rappelle que le comité prétend que des gens ont eu des effets secondaires à cause de l'antidote, donc il est préférable qu'ils ne le vendent plus. Taiju dit alors à Baek de fermer la boutique avec effet immédiat. Après avoir fermé la boutique, ils se rendent à l'orphelinat, et Taiju fournit la viande de cerf pour le dîner. Un goût de la viande de cerf à sport plonge Taiju dans un état d'extase culinaire. Il s'avère que cette viande a toujours été saluée comme la meilleure de l'Empire. Taiju réalise alors que la rumeur selon laquelle l'empereur a monopolisé les carcasses est vraie, car il n'existe aucune méthode connue pour enlever le poison. Taiju admet qu'il est heureux d'avoir choisi de fabriquer l'antidote pour le cerf d'eau. À la base, son intention initiale était simplement d'éviter les victimes civiles dues au poison du cerf lors d'une vague de bêtes magiques. Mais avec le goût de la viande, il est presque sûr que quiconque y goûtera en deviendra immédiatement esclave. En fait, Baek et les enfants aiment tellement la viande que Taiju envisage déjà de lancer un commerce de viande de cerf d'eau. Il pense à en fournir à l'empereur qui est obsédé par cette viande, tout en évaluant au passage sa maîtrise de l'épée, car des rumeurs disent qu'il est au niveau de grand maître. Après avoir fini de manger,
Baek remercie Taju d'avoir fourni une si bonne viande tout en exprimant sa surprise que le nouvel antidote soit pour le terrifiant cerf d'eau. Baek admet que Taju est incroyable, mais il s'inquiète de la fermeture de la pharmacie. Taju exhorte Baek à lui faire confiance et à simplement attendre de voir ce qui va se passer. Il veut voir qui va regretter de ne pas vendre l'antidote. 5 jours plus tard, Park se présente à la pharmacie de Baek, et il est choqué de découvrir que le magasin est toujours fermé. Park est inquiet car il ne lui reste que quelques flacons d'antidote, et il est hors de question pour lui d'aller chasser sans. D'autres éveillés arrivent aussi, et ils pensent que la rumeur qui circule pourrait être vraie. La rumeur qui circulait que l'antidote rend les gens malades après l'avoir pris, c'est pourquoi le comité d'autonomie a exigé que la formule soit rendue publique. Mais Baek n'a pas pu supporter la pression et a fermé la boutique. Park n'arrive pas à croire que ce sont là les stupides rumeurs qui circulent, car il est la preuve vivante d'une personne qui a pris tous les médicaments de Baek et à qui rien n'est arrivé. Soudain, il sent une présence écrasante sur les lieux, et il s'avère que c'est Young-ga. Park est surpris que le capitaine du groupe de vigile soit sur les lieux, ce qui l'amène à se demander s'il est impliqué avec la pharmacie YJ. Young-ga dit alors aux éveillés présents que la décision de fermer la pharmacie a été prise par le comité, et qu'elle restera en vigueur jusqu'à ce que l'analyse de la formule soit terminée. Young-ga dit aux éveillés de déguerpir car il ne veut pas les voir traîner par là. Park lui rétorque que tout cela est ridicule car il a participé aux essais cliniques et que rien ne lui est arrivé. Park demande à Young-ga comment ils sont censés chasser sans l'antidote. Il veut savoir s'ils sont en train de dire qu'ils devraient recommencer à porter des combinaisons anti-insectes. Les autres éveillés se joignent bientôt à lui pour protester, disant à Young-ga qu'ils ne sont pas prêts à revenir à l'ancien temps. Ils exigent que le comité autorise Baek à vendre les antidotes ou qu'il amène un témoin ayant souffert des 10 effets secondaires, car ils pensent que Young-ga et les puissants éveillés s'en fichent puisqu'ils sont immunisés contre le poison. Young-ga est surpris que les éveillés aient le cran de lui répondre, et il pense d'abord à les tuer, mais change Davis. Il leur dit de ficher le camp avant qu'ils ne les tuent. Au fond de lui, Young-ga est furieux que le responsable administratif lui fasse faire son sale boulot, tout ça à cause du vote majoritaire. Lentement, les éveillés commencent à partir un par un, à l'exception du loyal Park. Young-ga est furieux quand il se rend compte qu'il est le dernier homme debout, et il est sur le point de dégainer son épée pour le tuer, pensant qu'il bluffe, quand Park s'enfuit en s'excusant de l'avoir défié. Young-ga est dégoûté par le désordre qu'il doit gérer, et il pense à donner une leçon à Seok pour avoir tenté de manipuler le comité permanent. Pendant ce temps, Seok est dans sa voiture, et il est en communication avec le responsable administratif. Il exprime sa gratitude pour le fait que l'homme tienne Young-ga en laisse, et le responsable administratif lui dit que Young-ga est peut-être un maître, mais qu'il reste l'un des 3 membres du comité permanent. Il lui fait savoir que tant que lui et le président Min sont présents, Young-ga ne peut rien faire contre la règle de la majorité, car il doit s'en tenir au maintien de l'ordre public, comme il le fait actuellement. Il ajoute que Young-ga ne s'en soucie pas vraiment tant que les limites ne sont pas franchies, car tout ce qui l'intéresse, c'est la ville. Seok dit alors au responsable administratif que tout se terminera sans accroc tant qu'ils parviendront à écarter Young-ga. Comme la phase suivante est sur le point de commencer, Seok assure au responsable administratif qu'il va le récompenser, tout en affirmant que Baek ne pourra pas tenir plus d'une semaine, à moins que l'argent ne lui tombe soudainement du ciel. Pendant ce temps, Taju est en réunion avec le général Young, et il informe le général qu'il va fournir 1 million de flacons à son corps de défense. Il mentionne que le prix restera à 50 000 par flacon, et à l'instant où il dit cela, l'expression de Young devient soudainement froide. Taju se demande ce qui ne va pas avec ce type. Il pense qu'il est furieux parce qu'il propose l'antidote à l'armée au prix normal. Cependant, l'assistant de Young dit à Taju que le commandant est en fait de bonne humeur. À ce moment-là, Young demande à Taju s'il doit le leur vendre à bas prix, et Taju est choqué d'entendre que le prix est considéré comme bon marché. Young se tourne vers son assistant, lui demandant s'ils peuvent obtenir 50 milliards de wons de leur fonds de réserve, et il répond oui. Young dit alors à son assistant d'en déposer immédiatement la moitié comme à compte. À ce moment-là, Taju dit à Young qu'il a un autre produit à offrir, et Young est surpris que Taju ne vende pas seulement l'antidote contre les moustiques. Taju révèle qu'il essaie de créer sa propre entreprise bientôt, et qu'il a donc récemment développé un autre médicament. Il sort la viande de cerf, disant à Young d'y goûter. Young suppose que c'est de la viande ordinaire, et il révèle qu'il ne veut pas en manger car il surveille sa santé. Taju lui dit alors de la présenter à l'empereur à la place, car il va certainement l'adorer, puisque c'est de la viande de cerf d'eau à sport toxique. Kyung et son assistant sont sous le choc en entendant cela, car c'est une viande dont on dit qu'elle a un goût divin, avec un jus qui jaillit comme une fontaine. Kyung exprime son admiration pour Taju et ne perd pas de temps pour lui demander s'il aimerait se réengager dans l'armée, car ils ont besoin de gens comme lui, mais l'expression faciale de Taju suffit à montrer qu'il n'est pas intéressé. Après la réunion avec Taju, Young se tient près de la fenêtre de son bureau, pensant à son parcours jusqu'à présent. Il explique que son travail consiste à contrôler les vagues de bêtes magiques dans la zone frontalière tout en maintenant leur population. En gros, il était contrarié d'avoir été nommé commandant, car s'il réussissait à repousser les bêtes magiques à la frontière, cela serait considéré comme une journée normale. Mais s'il échouait, il devait en assumer la responsabilité. Cependant, après un certain temps, une opportunité s'est présentée à lui.
Il interroge son assistant sur l'antidote pour le cerf d'eau, et son assistant l'informe que tout a déjà été réglé comme il l'avait ordonné. L'assistant dit à Young que c'est bien ce qu'il soupçonnait, car la raison pour laquelle ils ont fait affaire avec eux est leur conflit avec l'association pharmaceutique dirigée par Seok. Son assistant ajoute qu'ils ont également travaillé sur l'affaire du journal comme il le leur avait demandé, et que la nouvelle de l'accord militaire pour l'antidote et la chasse au cerf d'eau sera publiée le lendemain. Young est satisfait du travail de son assistant, et il lui dit de garder un œil sur Taju tout en l'exhortant à l'aider s'il en a besoin. À ce moment-là, Young remercie son assistant pour son aide jusqu'à présent, et le type prend une profonde inspiration de soulagement, car son maître reconnaît enfin son dur labeur au fil des ans. Soudain, Young saisit son assistant et le serre dans ses bras, lui disant qu'il est temps pour eux de saisir cette opportunité pour s'élever jusqu'à la famille impériale. L'assistant assure Young qu'il croit en lui et qu'il continuera à le suivre. Le bruit de leur célébration fait presque trembler les murs du bâtiment, terrifiant le reste du personnel. Plus tard, Baek et Taju se rencontrent chez lui, et Baek lui annonce que l'entreprise sera bientôt créée et qu'il ne lui reste plus qu'à choisir un nom. Taju remercie Baek pour son travail acharné tout en exprimant son soulagement que l'accord avec l'armée ait été un succès. En fait, il est heureux que Young leur ait préparé le terrain, leur évitant finalement des ennuis en divulguant leur contrat avec l'armée et le développement du nouveau médicament en exclusivité. Taju constate que ce type n'est pas devenu commandant par un coup de chance. Taju dit à Baek qu'avec tout ce qui se passe, le vent a tourné en leur faveur. Apparemment, Baek a également pu rembourser le prêt qu'il avait contracté avec la compte qu'ils ont reçu de l'armée. En fait, Baek a clôturé tous ses comptes à la banque par dépit. Taju est satisfait de son travail et l'incite à utiliser l'argent restant pour gérer l'orphelinat. À ce moment-là, Taju dit à Baek qu'il y a très bien réfléchi et qu'il ne pense pas pouvoir diriger l'entreprise tout seul. Il fait savoir à Baek qu'il a besoin d'un partenaire fiable et lui demande s'il est prêt à devenir son associé. Baek est surpris d'entendre cela et dit à Taju que tout ce qu'il a fait, c'est gérer une petite pharmacie, donc il ne pense pas pouvoir être d'une grande aide. Taju n'est pas d'accord avec lui, disant que la seule chose qu'il sait faire est de fabriquer des médicaments, et qu'il ne sait même pas comment les vendre. Taju l'informe qu'il ne peut pas monter cette affaire sans son aide. Baek est époustouflé de voir à quel point Taju a une haute opinion de lui. Baek accepte alors d'être son partenaire, mais dit que ce sera sur une répartition de 9 contre 1, et que Taju recevra la plus grande part. Cependant, Taju n'est pas d'accord, et il suggère une répartition de 7 contre 3. Baek accepte, mais fait savoir à Taju qu'il ne sera pas celui qui dirigera, car il y a quelqu'un de plus compétent. Il s'avère que cette personne a également été élevée à l'orphelinat, et Baek dit à Taju qu'il l'a déjà rencontrée. La personne dont il parlait soyons, et Baek mentionne qu'elle est la plus intelligente de ses enfants. Il demande à Taju s'il est d'accord pour qu'il puisse l'appeler immédiatement. Au fond de lui, Taju est impressionné par la façon dont Baek a tout géré, car il a élevé des enfants qui sont entrés dans la société avec diverses professions, ce qui est en gros son super pouvoir. Taju assure Baek qu'il est ouvert à travailler avec toute personne compétente, et les deux se serrent la main pour sceller l'accord. Taju dit alors à Baek qu'un nom de société vient de lui venir à l'esprit. Il révèle que le nom est Aong Bio, une combinaison de leurs deux noms. Baek est satisfait du nom et assure Taju qu'il va le faire enregistrer immédiatement. De plus, il mentionne qu'il a fait appel à des personnes éveillées qui ont grandi à l'orphelinat pour qu'elles puissent protéger Taju en tant que garde du corps. Taju lui demande pourquoi il a fait ça, et il révèle que Seok pourrait vouloir utiliser la force, alors il veut que les gars le protègent. Taju assure à Baek qu'il va bien et suggère que les gars protègent plutôt l'orphelinat. Au fond de lui, Baek se demande sur quoi Taju compte pour être si confiant. Comme Taju n'a pas de marque sur son visage, Baek pense qu'il n'est pas un éveillé et se demande si Taju compte sur sa force militaire passée. Taju peut voir l'inquiétude sur son visage et lui demande pourquoi il montre encore tant de méfiance après tout ce qu'il lui a montré. Cependant, Baek l'assure qu'il lui fait confiance, révélant qu'il n'y a personne en qui il aurait plus confiance que lui. Taju décide alors de clarifier les choses et dit à Baek d'appeler les éveillés, qui sont censés être ses gardes du corps, car il aimerait prouver ses capacités tout en testant l'antidote au poison de sport. Avec un sourire, Taju dit à Baek qu'il aimerait aller à la chasse avec la bande. Peu de temps après, Taju et le groupe se dirigent vers le mont Jiri, et le chef du groupe, Baek Shangun, est époustouflé par l'impeccable manteau de Taju valant 4 milliards. Comme c'est Taju qui mène la marche, le type lui tape dans le dos en suggérant qu'il prenne la tête à sa place, car des bêtes magiques peuvent apparaître à tout moment. Cependant, Taju dit fermement au mec de ne pas l'appeler patron, mais de s'adresser à lui en l'appelant frère. Chang-un accepte et répète ce qu'il a dit, exhortant Taju à se mettre derrière lui car ils sont censés le protéger. Taju reste silencieux, et le type s'excuse si ses paroles sont déplacées. Cependant, Taju lui dit qu'il n'y a pas de quoi s'excuser car il y est déjà habitué, n'étant pas une personne éveillée. Il lui dit ensuite qu'ils en reparleront après avoir éliminé le danger qui rôde. Chang-un est confus car il n'a aucune idée de ce dont Taju parle, mais soudain, il lève les yeux et voit des belettes tempêtes bondir sur eux comme des abeilles. Alors que l'escouade panique, Taju plonge les mains dans ses poches et sort 2 jeux de projectiles, qu'il lance sur les monstres. En un seul geste, Taju anéantit les monstres avec ses projectiles, ce qui choque Chang-sun, car même un utilisateur de son rang ne peut les toucher aussi facilement. Taju, de son côté,
n'est pas vraiment impressionné car il a facilement éliminé les monstres sans même utiliser les dagues volantes en feuilles de saule. Il n'a utilisé que les armes cachées antipersonnelles, les aiguilles et les billes de fer, mais le problème est que plus de 200 de ces armes cachées sont totalement irrécupérables. À cause du coût élevé des armes cachées, Taju regrette toujours de ne pas avoir atteint la 7e étoile de l'art du poison pour pouvoir simplement tendre la main et les récupérer. Chung est obligé de lui demander s'il est un maître car seuls eux peuvent cacher leur marque. Taju assure au type qu'il n'est même pas un éveillé, mais l'assure qu'il prendra la tête à partir de maintenant. Cheng Sun essaie de l'arrêter, lui rappelant ce que son père a dit, mais il se retire rapidement après avoir vu ce dont Taju est capable. Peu de temps après, il trouve un cerf d'eau, et Cheng Sun demande à Taju ce qu'il compte faire. Taju dit à Cheng Sun que le cerf est confiant que personne ne le chassera à cause de son poison, mais qu'il est sur le point de s'éveiller. Il dit alors au groupe d'utiliser le médicament, et Cheng Sun hésite car il ne sait pas si cela va fonctionner. Cependant, il surmonte sa peur en réalisant qu'il est déjà dans le même bateau que son père, et qu'il doit donc faire confiance à Taju de la même manière que son père l'a fait. Puisque Taju a fabriqué l'antidote et leur a même montré sa puissance, ils pensent qu'ils doivent aussi faire leur preuve. Chung Sun boit l'antidote et dit à Taju qu'il sera le premier à attaquer. Cheng Sun sort son arme, provoquant une expression de choc sur le visage du cerf qui ne s'attend pas à ce que quelqu'un soit assez stupide pour s'en prendre à lui. Cheng Sun confirme les craintes du cerf en se jetant sur lui, et le cerf utilise son arme de dernier recours en poussant un cri. Le cri est si assourdissant que le reste du groupe, à l'exception de Taju et Cheng Sun, doit se boucher les oreilles. Cheng Sun utilise sa compétence de coupe et décapite le cerf. Au même instant, les bosses sur le dos du cerf explosent, dispersant les spores. L'équipe panique, et même Taju est inquiet au fond de lui, mais il pousse un soupir de soulagement en réalisant que l'antidote fonctionne réellement. De plus, il est impressionné par le cran de Cheng Sun, et le reste de l'équipe commence à discuter de l'efficacité de l'antidote, car il marche au milieu des spores sans aucune crainte. Taju se tourne alors vers Chung Sun et lui demande s'il le croit maintenant, car avec l'antidote, il est facile de s'attaquer au cerf qui est bien plus impressionnant que dangereux. Chung Sun et le reste du groupe s'excusent de ne pas l'avoir cru, et Taju suggère de continuer la chasse puisqu'il n'y a plus de problème. Cependant, il les presse de dépecer le cerf d'abord, car une fois que l'antidote sera commercialisé, le cerf d'eau sera chassé jusqu'à l'extinction. Pendant ce temps, à Néo-Séoul, on voit Soyeon travailler dans une grande entreprise en tant que l'une des plus jeunes managers. Soyeon va qu'à ses occupations lorsque son patron se présente pour lui parler de son père. Soyeon se demande ce que le type lui veut, et son patron lui dit d'abandonner tous les projets sur lesquels elle travaille en ce moment, car il veut qu'elle aille à Guri pour lui rendre un service. Il montre à Soyeon un article de presse sur la start-up pharmaceutique sur laquelle travaille son père. Soyeon est choqué d'apprendre cela, car son père ne lui en a jamais parlé. Son patron lui dit qu'il se fiche d'elle et que tout ce qu'il veut, c'est qu'elle aille à Guri. Il l'incite à rester proche de son père, à trouver des informations sur l'antidote et à s'emparer de la formule également. Il la menace en lui rappelant pour qui il travaille vraiment, tout en lui rappelant que si elle gère bien la situation, les choses changeront pour elle. Soyeon ne revient pas que son patron lui demande sérieusement de trahir son père, et à ce moment-là, elle reçoit un appel de son père. Elle demande à l'homme de lui accorder 1 minute pour parler à son père. Son patron lui suggère d'être brève afin de pouvoir prendre une décision rapidement. Après l'appel avec son père, Soyeon semble toute souriante et radieuse. À ce moment-là, son patron lui demande si elle a enfin pris sa décision, et Soyeon fronce les sourcils en lui disant que oui. Elle lui fait savoir qu'elle va à Guri, et l'homme est sur le point de célébrer quand Soyeon lui jette sa carte de travail au visage en lui disant qu'elle quitte cette boîte de merde. Elle passe devant lui en le réprimandant de toujours prendre les gens de haut alors qu'il est plutôt petit. Alors qu'elle s'éloigne, son patron lui hurle dessus, lui demandant si elle a conscience de la terrible erreur qu'elle est en train de faire, mais Soyeon lui fait un doigt d'honneur. Quand Taju et les autres sont enfin retournés à son immeuble, Taju leur a dit d'aller se reposer, les assurant qu'il allait s'occuper du reste. Chung Sun hésite à cause des ordres de son père de protéger Taju, mais Taju lui demande s'il pense être celui qui a besoin de protection après ce dont il a été témoin ce jour-là. Il l'exhorte à retourner à l'orphelinat pour protéger Baek et les enfants à la place. Chung Sun est d'accord avec Taju, et il dit à ses frères et sœurs de faire leur bagage pour qu'ils puissent retourner à l'orphelinat. Au fond, Taju n'est pas vraiment inquiet car il pense que l'orphelinat sera en sécurité, étant le seul de la ville, et que s'y attaquer attirerait la colère des citoyens. En même temps, il est inquiet car il y a plein de gens fous dans ce monde et surtout à Guri. Taju sait qu'il a besoin de gens comme Chong Sun, car une fois l'entreprise établie et qu'ils auront embauché assez de personnel pour traiter les ingrédients de l'antidote, il aura un peu de répit pour développer de nouveaux médicaments. Même si son plan était juste de s'installer en arrivant en ville, il cesse de retrouver mêlé à quelque chose de bien plus grand. Néanmoins, Taju n'est pas complètement furieux à ce sujet, car c'est grâce aux folles histoires dans lesquelles il cesse de retrouver qu'il a pu acheter le manoir où il vit maintenant. Taju se sent encore très bizarre parce qu'il n'arrive pas à croire qu'il a maintenant sa propre maison. Taju se remémore sa vie jusqu'à présent et réalise que les bonnes personnes qu'il a rencontrées sont les plus grandes bénédictions de sa vie. Taju est allongé sur son lit, pensant que Guri est sur le point de devenir la fondation qui lui permettra de se tenir fièrement debout par ses propres moyens. Pendant ce temps, des malfrats sont arrivés devant son manoir, et le chef du groupe est sans chic.
Shik est surpris que Taiju soit un nouveau venu alors qu'il a déjà un manoir, et un de ses hommes lui fait savoir qu'il a gagné cet argent grâce à l'antidote. Shik hurle sur le gars, lui disant qu'il n'est pas stupide et qu'il le sait déjà. Shik mentionne qu'il aurait simplement enlevé Taiju pour son propre compte s'il n'y avait pas eu l'ordre de Seok. Les malfrats crochettent alors la serrure de Taiju et entrent dans sa maison. Shik dit à ses hommes de ne pas parler à Taiju une fois dans son salon et de lui planter la seringue dans le cou. Il prévoit d'emmener discrètement Taiju une fois que la drogue aura fait effet. Quelques instants plus tard, ils arrivent dans la chambre de Taiju, et l'un d'eux essaie de lui planter la seringue dans le cou, mais il le saisit soudainement. Taiju avoue qu'il se demandait s'il devait les laisser lui planter la seringue. Shik hurle à son subordonné de planter la seringue dans Taiju, et le gars révèle qu'il essaie, mais que sa main ne peut pas bouger. À ce moment-là, Taiju lui prend la seringue, leur disant qu'il sait qu'ils sont là depuis le début. Taiju les nargue, disant à quel point il déteste les aiguilles parce qu'elles font mal, et l'assurance qui émane de son corps commence à faire comprendre aux malfrats qu'ils ont peut-être fait une erreur. Taiju continue de les narguer, demandant si les drogues dans la seringue fonctionneraient de la même manière s'ils les buvaient. Shik tremble, mais essaie de faire le dur, hurlant sur Taiju pour avoir volé sa drogue. Soudain, ses épaules tombent alors qu'il regarde Taiju verser le contenu de la seringue dans sa bouche comme si c'était de la gelée. Dès qu'il y goûte, Taiju réalise que ce sont des drogues, et il nargue Shik, lui demandant s'il en a d'autres qu'il pourrait prendre. Apparemment, il y a toujours eu des rumeurs selon lesquelles un syndicat dans les bas-fonds de la ville distribuait de la drogue. Et comme le syndicat ne peut être arrêté, Taiju en déduit que quelqu'un de haut placé dans la ville les soutient. Ces drogues qui ont causé tant de destruction sont maintenant en sa présence. Comme les drogues sont aussi un type de poison avec de nouvelles propriétés qu'il n'a jamais goûtées, son corps va les traiter. En gros, Tang a aussi rencontré toutes sortes de drogues en parcourant le monde martial, et c'est pourquoi Taiju absorbe les drogues pour accroître l'accomplissement de son essence de poison. Taiju va même jusqu'à absorber les drogues des malfrats, laissant Shik totalement choqué. Taiju lui demande alors qui lui a donné l'ordre, mais il a peur de parler, et Taiju le soumet à un processus rigoureux d'absorption complète des propriétés de la drogue de son corps pour le faire rechuter. Le lendemain, on voit Junak se diriger vers le manoir de Taiju. Il s'avère que Taiju a déposé une plainte pour l'effraction. De plus, Junak apprend que Taiju a déjà découvert que Seok était celui qui a envoyé Shik et ses hommes après les avoir interrogés. Pour cette raison, il demande au groupe de justiciers d'emmener les malfrats et de mener une enquête approfondie pour prouver leur fiabilité. Junak est furieux que Seok ait commencé quelque chose sans pouvoir le terminer correctement. Junak n'est pas vraiment inquiet pour Taiju car ce n'est qu'un nouveau venu, mais la personne qui l'inquiète est Baek, qui est bien trop respecté dans la ville. Même si impliquer Seok et forcer un accord serait la meilleure solution, il est presque sûr que Seok n'acceptera jamais, car il est trop têtu. Finalement, Yoongak craint que le conflit ne s'éternise. Puisque Taiju veut une enquête approfondie, ce sera juste un fardeau supplémentaire pour lui. Peu de temps après, Yoongak et ses hommes arrivent chez Taiju, et Baek s'approche pour les accueillir. Cependant, Junak passe devant lui comme s'il n'existait même pas. Un des hommes de Junak somme Baek de s'écarter, et Junak se dirige vers l'endroit où Shik et ses hommes sont agenouillés. Il condamne soudainement Shik à mort en vertu de l'autorité que lui a conférée l'empereur, et il sort son épée, prêt à décapiter Shik, mais Taiju bloque l'attaque avec une de ses armes de jet. Taiju lui dit de s'arrêter tout en lui demandant pourquoi il essaie de tuer le témoin. Taiju montre à Junak un enregistrement de Shik et ses hommes avouant ce que Seok leur a fait faire. Taiju dit alors qu'il voit bien que Junak sait ce qui se passe, c'est pourquoi il veut étouffer l'affaire. Junak demande avec colère qui est Taiju, et celui-ci se présente. Junak comprend alors que Taiju est le créateur de l'antidote. Junak s'approche pour le dévisager, et il lui revient qu'il a déjà vu Taiju quelque part. Il se creuse la tête et comprend rapidement que Taiju était le porteur qu'il a rencontré sur la montagne. Junak lui demande si c'est lui qui a créé l'antidote, et Taiju répond oui. Junak dit alors à Taiju qu'il s'en fiche, car sa parole fait loi tant qu'ils sont dans la ville. Il saisit son épée, suggérant qu'il tue les 4 malfrats pour pouvoir tout oublier, mais Taiju refuse. Junak met alors Taiju au défi de l'arrêter, et il fonce sur Shik dans le but de lui couper la tête, mais Taiju déchaîne une tonne de dagues sur lui. Junak tranche les dagues, mais l'une d'elles lui érafle la main. Il félicite Taiju, disant qu'il ne semble pas être un type ordinaire puisqu'il a réussi à lui faire une égratignure. Junak décide alors de condamner Taiju à mort pour s'être ingéré 2 fois dans les affaires d'un maître. Taiju n'a pas peur et dit à Junak qu'il est curieux de voir ce qui lui donne le droit d'agir comme il le fait. Taiju attaque Junak en lançant une nouvelle salve de dagues. Au moment où les deux sont sur le point de s'engager dans une bataille féroce, une voix familière crie depuis un hélicoptère qui approche, leur disant de s'arrêter. À ce moment, Young et 3 autres types sautent de l'hélicoptère et atterrissent entre Yonak et Taiju. Young dit alors à Jonak d'arrêter ce qu'il est en train de faire. Jonak demande à Young pourquoi il est venu jusqu'à la ville libre, et Young lui demande s'il a besoin d'une permission pour venir. Jungkook en conclut alors qu'il utilise l'armée pour intervenir dans les affaires de Guri, mais Young lui assure qu'il n'est pas là en tant que soldat. Il lui fait savoir qu'il n'est qu'un civil et suggère qu'ils suivent chacun leur chemin. Yoon s'approche de Taiju pour lui demander s'il est blessé, mais Taiju l'assure qu'il va bien. Il s'avère que le trio qui a suivi Yoon sont aussi des maîtres éveillés, et ils sont tous généraux de division également. En fait, le trio est prêt à mourir et à tuer pour Taiju, qu'ils considèrent comme leur bienfaiteur.
Yoon-gak est choqué de voir comment les militaires se comportent avec Tae-ju, comme s'il était ami. Il se demande s'il les connaît déjà grâce aux relations de son père. Yoon-gak sait qu'il doit être prudent avec ces quatre-là, car ce sont des militaires et, qui plus est, des maîtres. Joon-ak décide de battre en retraite mais promet de rendre l'humiliation plus tard. Joon-ak informe le groupe qu'il s'en va, et Young le taquine en lui disant de rester un peu. Joon-ak crie sur Young, lui disant qu'il n'est pas aussi libre que lui et ses hommes. Young sourit en disant à Joon-ak que c'est ce qu'on attend de lui. Joon-ak est confus, et Young lui dit que puisqu'il prétend être si occupé, il aurait dû s'occuper des malfrats de la ville il y a bien longtemps. Il le nargue, lui disant qu'il est prêt à fournir du renfort s'il s'avère que les malfrats sont trop forts pour le groupe de justiciers. Joon-ak dit que ce n'est pas nécessaire, et il ordonne à ses hommes d'embarquer Shook et ses complices pour s'occuper d'eux plus tard. Cependant, Young fait savoir à Yoon-ak que Shook et ses hommes viennent avec lui. Yoon-ak rappelle avec colère à Young qu'il a déjà dit que l'armée ne s'impliquerait pas, et Young dit à Yoon-ak que les malfrats ont essayé d'enlever un de ses amis proches, donc il doit intervenir. La situation dégénère rapidement en confrontation, et Yoon-ak dit à Young que ce qu'il fait est une violation claire du décret impérial. Il essaie d'impliquer le nom de l'empereur, et c'est à ce moment que Young déchaîne son aura, demandant à Young s'il pense qu'ils sont au même niveau juste parce qu'ils sont tous les deux des maîtres. L'aura de Young donne des frissons dans le dos de Young, et Young lui fait savoir qu'il peut le tuer sur le champ sans aucune conséquence. Joon-ak commence à trembler, et les autres généraux de division l'entourent, se moquant de lui disant qu'ils sont prêts à le tuer si Young en donne l'ordre. Même les hommes de Joon-ak tremblent déjà. Et au moment où Joon-ak réalise qu'il ne peut pas gérer la situation, il retire ses hommes, leur disant qu'ils battent en retraite. Après son départ, Tae-ju remercie Young pour son aide, mais Young l'assure qu'il n'a pas à s'inquiéter car ils sont déjà dans le même bateau. Baek remercie également Young d'être venu si rapidement, car c'est lui qui a contacté le général en urgence. Young dit que c'est une bonne chose qu'il est appelé car la situation est maintenant résolue. Young dit alors à Tae-ju qu'il va s'occuper lui-même de Shik et de ses hommes. De plus, il va s'occuper de leur commanditaire, qui est évidemment. Tae-ju ne veut pas que Young s'en soucie car c'est une affaire personnelle, mais Young lui dit que ce n'est pas seulement son problème car s'il rencontre une complication qui perturbe la production de l'antidote, cela mettrait la sécurité de la cour en danger. Tae-ju accepte alors la proposition de Young de s'occuper de tout, et Young assure à Tae-ju qu'il va régler tous les détails, afin qu'il n'ait rien à craindre. Tae-ju reste à réfléchir à Joon-ak, et il se souvient clairement que Joon-ak a été touché par l'une des dagues volantes, mais il n'a montré aucun symptôme d'empoisonnement jusqu'à son départ. Tae-ju pense que les choses auraient pu mal tourner pour lui si Young n'était pas apparu. À cause de cela, Tae-ju conclut qu'il est encore faible et qu'il doit devenir plus fort pour que quelque chose comme ça ne se reproduise plus jamais. D'un autre côté, alors que Joon-ak retourne à son bureau, il remarque que l'égratignure qu'il a subie est encore fraîche, ce qui est étrange. Il se demande si c'est du poison, et avant qu'il ne s'en rende compte, cela commence à se propager sur son corps. En un rien de temps, son corps devient déjà vert et ses veines ressortent. Il hurle de douleur et crie à son assistant de l'emmener immédiatement à l'hôpital. Alors que la mort le regarde en face, Yoon-gak se demande ce que Tae-ju lui a fait. Plus tard, alors que Young et ses hommes retournent à la base, Young ordonne à ses hommes de jeter Shik et sa bande dans l'océan, car ils ont déjà découvert tout ce qu'ils devaient savoir. Les malfrats crient pour être épargnés, mais Young ignore leurs pleurs alors qu'ils sont tous poussés hors de l'hélicoptère. Une fois cela fait, Young dit à ses hommes que la prochaine personne sur la liste dont il faut s'occuper est Seok. De plus, il ordonne que des troupes soient déployées à Taongbyo pour protéger l'endroit. Il semble que Young soit prêt à saisir cette opportunité pour établir un lien avec Tae-ju. Pendant ce temps, Soyeon est arrivé à l'aéroport de Guri et reçoit un appel de son frère qui la met au courant de tout ce que Tae-ju a fait pour leur famille et l'orphelinat. Avec un grand sourire, elle dit à Changin qu'elle sera bientôt à la maison. Elle demande ensuite au taxi de l'emmener à l'orphelinat de Baek, et elle a du mal à cacher son sourire car elle comprend enfin pourquoi son père l'a fait revenir. Peu de temps après, elle arrive à l'orphelinat et les trouve en train de préparer un festin. Son père court l'accueillir, la remerciant d'être venu. Elle lui demande s'il y a une occasion spéciale, et il révèle qu'ils ont attrapé un cerf d'eau et qu'ils sont en train de le préparer. Soyeon est choquée d'entendre cela, et elle réalise que Changin ne mentait pas sur ce qu'il a dit. Baek suggère alors d'aller voir Tae-ju, qui est en train de nourrir les enfants. Baek présente ensuite Soyeon à Tae-ju, mais il n'est pas totalement surpris de la voir car ils se sont déjà rencontrés. Soyeon est choquée de voir que Tae-ju se souvient encore d'elle, et elle s'excuse pour son impolitesse lors de leur dernière rencontre. Elle promet à Tae-ju qu'elle va développer l'entreprise correctement, et Tae-ju est heureux de cette assurance. À ce moment-là, l'assistant de Young, Min-so, et 19 autres soldats arrivent sur les lieux, disant à Tae-ju qu'ils ont été affectés à la sécurité de Taongbyo. Tae-ju les remercie d'être venus, mais leur fait savoir que le logement pourrait être un problème en raison du nombre de personnes à héberger. Cependant, Min-so lui assure qu'il n'a pas à s'inquiéter car ils ont apporté leur équipement de campement. Les deux hommes se serrent la main, et Tae-ju lui dit qu'il a hâte de travailler avec lui. Min-so lui assure qu'il risquera sa vie pour lui, et Tae-ju suggère qu'il commence les choses avec une soupe de cerf d'eau. Min-so ordonne à ses hommes de déballer immédiatement leurs affaires et de manger ensuite. Tae-ju est stupéfait du chemin qu'il a parcouru, car il n'est plus seul et a maintenant sa propre faction. Plus tard au château de Guri,
Seok est présenté devant le comité autonome pour ses infractions. Il lui demande s'il reconnaît les accusations, et il le fait à contre-cœur. Après avoir quitté la pièce, Seok gémit de douleur car il a été trahi par les gens avec qui il travaille. Il s'inquiète également de ne pas avoir pu contacter Chic, et c'est à ce moment-là qu'il décide qu'il doit juste se faire discret pour que les choses se calment. Quelques instants plus tard, la voiture de Seok s'arrête à un feu rouge, et soudain, un homme masqué apparaît sur une moto. L'homme masqué brise la vitre de sa voiture avec une batte avant de tuer Seok et de pousser sa voiture dans la rivière. Après cela, il contacte son patron, lui disant qu'il a terminé la mission et qu'il retourne maintenant à la base.